Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner qui reprend son rythme normal à partir d'aujourd'hui, à savoir 2 épisodes par semaine. On va parler de Game 7, des demi-finales de conférence à l'Ouest. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, comme tu l'as entendu quand on s'est parlé avant d'enregistrer, j'ai une voix différente. Pourquoi ? Parce que j'ai des potes qui m'ont chopé à la sortie de l'avion, à la fin de mes vacances. Je suis rentré donc à Paris. Et là, on m'a dit, ouais, vas-y, tu viens, on va faire un peu la fête. On n'a pas fait un peu la fête, on a fait beaucoup la fête. Donc voilà, donc je préviens, chers auditeurs, Charlie, je te préviens aussi. Il a bu pour oublier la défaite des Nuggets, sachez-le. Voilà, j'étais désespéré. Enfin bref, je me suis couché très tard, j'ai pas beaucoup dormi. Donc excusez-moi si parfois j'alterne les périodes d'euphorie et puis de dépression. Si j'oublie des choses parfois, c'est pas impossible, ma mémoire risque de me jouer des tours. On va essayer quand même de parler de tout ça le mieux qu'on puisse. On va commencer, si tu veux bien, Charlie, par la série entre Orlando et Détroit. Il y aura un Game 7 entre ces deux équipes. Après avoir pris une avance de 3-1 dans cette série, à la surprise générale, Orlando s'est incliné à domicile dans un match 6 où ils ont mené de 24 points dans le troisième quart-temps. Ils ont trouvé le moyen de manquer 23 tirs consécutifs avant de s'incliner piteusement face aux Pistons, qui s'offrent un match décisif à la maison, tant mieux pour eux. La deuxième mi-temps d'Orlando, Charlie, c'était une purge phénoménale. 19 points inscrits sur la mi-temps, 4 sur 37 au tir. C'est le plus petit score en une mi-temps de l'histoire des playoffs. Le record précédent, c'était 23 points. Ça a été fait par le Jazz en 98 contre les Bulls, c'était en finale. En 2000 par les Suns contre les Lakers. En 2006 par Cleveland contre les Pistons. Et en 2013, les Celtics de Boston face aux Knicks. Voilà, sauf que point commun entre toutes ces équipes, c'est qu'ils ont fait ça quand ils jouaient à l'extérieur. Là, Orlando a réussi l'exploit, en plus de faire ça à domicile, face à leurs supporters. Je sais pas ce que t'en penses de cette série, mais pour moi, c'est une douleur offensive à regarder. Ça banane des tirs dans tous les sens, ça rate. Ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de tirs ratés dans une série. Franchement, c'est extrêmement compliqué. Je sais pas trop qui va survivre à cet affrontement. Personnellement, je mettrais bien une pièce sur les Pistons. C'est ce que j'avais prédit. Je pensais pas qu'Orlando serait à ce point dans la bataille et à ce point en train de dévisser totalement, parce que s'ils perdent cet avantage de 3-1, c'est quand même pas banal comme défaite. Il y a énormément de problèmes pour les deux équipes. Détroit, même s'il se qualifie, j'ai envie de dire que ça sera une déception. Je pense que Jalen Duren vient de perdre plusieurs millions de dollars sur son prochain contrat. Quand tu vois la baisse de régime entre sa saison régulière et ce qu'il est en train de produire en playoff, c'est vertigineux. Je pense aussi que Tobias Harris ne peut pas être à ce point important dans ta rotation si tu es un candidat sérieux au titre. Kate Cunningham réalise une série de haut niveau, bien évidemment. Il a eu des creux, hein. Il a eu notamment des balles perdues assez coûteuses dans cette série. Mais c'est probablement le seul joueur capable de produire une attaque potable du côté de Détroit. Orlando avait parfaitement joué sa partition. La blessure au mollet de Franz Wagner a coûté clairement pour l'équipe. J'ai un peu hâte que cette série se termine, je t'avouerai. Un Game 7, on prend, bien évidemment, ça va être tendu, il va y avoir du suspense. On a hâte de voir qui va répondre présent. Mais mon Dieu que c'est difficile, cette série. Ouais, bah déjà, quel choke d'Orlando hein, dans ce match 6. Alors moi, je veux bien qu'on me parle de comeback, d'exploit, de Détroit, etc., etc. La vérité, c'est quand même que le Magic s'est foiré dans des dimensions qui sont absolument hallucinantes. Tu l'as dit, il y a eu plus de 20 tirs ratés consécutifs, 1 sur 20 au shoot, dont 0 sur 10 à 3 points dans le quatrième quart-temps. Si on prend toute la deuxième mi-temps, c'est 4 sur 37 au shoot, 2 sur 18 à 3 points, 19 points inscrits donc sur la période. C'est moins que le seul Kate Cunningham.
Bon, le pire, c'est qu'ils sortaient d'une première mi-temps où ils avaient inscrit 60 points, où ils dominaient nettement la rencontre, surtout après le deuxième quart, qui était vraiment compliqué pour les joueurs de Bickerstaff. Et finalement, ce match, il est à l'image de la saison d'Orlando, en fait. La première mi-temps, elle est très sérieuse, c'est à l'image des attentes qu'on avait autour de cette équipe en début de saison. Malgré l'absence de Wagner, Bane est adroit, collectivement, ça fonctionne bien, défensivement, c'est solide, ils ont l'ascendant. Et franchement, on se dit à ce moment-là qu'ils vont le faire. Et puis il y a cette deuxième mi-temps catastrophique. Il y a pas un tir Ah qui ouais. rentre. Le collectif s'étiole complètement. Ils se trompent dans les choix offensifs et le match leur échappe complètement. Et c'est ouais, c'est pas la série, c'est pas la série du siècle. Hein, ça, je pense qu'on peut le dire. Bon, il y a eu le match 5, qui est sûrement le match le plus prolifique de cette série en termes de points inscrits, où il y a le show Banquero et Kate Cunningham qui mettent tous les deux 45 points. Et ça, c'est un match qui, pour le C'était coup, un est très bien bon match. géré. Ouais, qui est bien géré par Détroit. Ils sont devant tout au long de la rencontre. Jalen Duren est un peu moins dans le dur, même si on est quand même loin de ses standards de fin de saison régulière. Et c'est clair que sur cette série, Jalen Duren, il montre des limites importantes. Les équipes qui défendent bien le pick and roll lui posent un vrai gros problème. Il doit absolument trouver des moyens d'exister autrement. Et même Kate Cunningham, qui fait une magnifique saison, une magnifique série, pardon, il doit prendre plus soin de la balle. Il y a des pertes de balles qui sont encore trop nombreuses. Alors, ok, il y a une bonne défense en face. Ok, c'est facile de lire le jeu des Pistons, vu qu'il est à peu près le seul créateur viable. Mais si T3 veut passer un cap, c'est nécessaire. Alors bon, je précise, on dirait que je sous-entends qu'il fait une mauvaise série. Évidemment, c'est pas le cas. Il est très bon et sans lui, les Pistons seraient déjà à la maison. Mais si cette équipe veut continuer à progresser, ça passe notamment par là. Bon, voilà, moi, Orlando, je trouve que cette série, elle illustre le fait que cette équipe, elle a besoin d'un cadre plus sérieux. Tu vois, prenons un cas comme le cas Jalen Suggs. Il est pas cadré, ce mec-là. Il fait ce qu'il Non. veut, c'est fou. Enfin, je veux dire, moi j'adore son profil, j'adore ses qualités, mais il y a des possessions où il se prend pour Stephen Curry, le mec. Enfin, je veux dire, il fait des choix qui sont catastrophiques sur des possessions clés, et il a pas le droit de faire ça. Donc voilà, un match 7 qui vient récompenser la résilience de Détroit, qui a jamais lâché l'affaire, malgré une série que beaucoup pensaient compromise quand ils s'étaient menés 3-1, et voilà, ce match 6, il illustre aussi cette capacité, cette résilience, cet esprit combatif qu'il y a dans cette équipe. Ils reviennent d'un déficit de 24 points. Ils avaient déjà fait le coup au match, je crois que c'est le match 2, où déjà ils reviennent d'un gros déficit. Et c'est le témoin de leur remarquable mentalité. Maintenant, c'est clair que cette série, elle est inquiétante. Bon, là, ils sont récompensés de leur saison régulière en étant à domicile pour le match 7. Ça, plus le fait qu'ils ont quand même dû mettre un sacré coup sur la nuque d'Orlando avec cette deuxième mi-temps à sens unique. J'ai envie de croire que Détroit va s'en sortir et remporter cette série, mais c'est difficile d'être ambitieux pour la suite vu ce qu'on a vu. Exactement. Exactement. Autant Orlando, comme Philadelphie, dont on parlera tout à l'heure, mais ce sont deux équipes qui, bizarrement, sont en train de concrétiser leur potentiel, alors que, très sincèrement, enfin, on en avait parlé, ces deux équipes qui sortent du play-in. Ouais, mais tu vois, pour Orlando, ça laisse encore plus sur la fin, quoi. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et là, la blessure de Franz Wagner, je veux dire, c'est à l'image de la saison d'Orlando. Ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est à l'image de la saison d'Orlando. Mais complètement, ouais. Tout est complètement incompréhensible. Franchement, c'est un des premiers tours, notamment à l'Est, les plus déglingos qui m'ait été donné de regarder depuis longtemps. Je suis incapable de, de lire, de comprendre ce qui est en train de se passer parfois sur le terrain. Détroit, là, montre clairement des limites. Alors, il réalise une saison régulière exemplaire. Il y a pas à dire. Il termine premier de la conférence Est. On n'a pas arrêté d'en parler de façon, de chanter leur louange toute la saison, à juste titre. Mais là, voilà, Ouais, mais les limites qu'on voit, c'est celles qu'on avait déjà évoquées au moment où tout allait bien exactement. en saison régulière, et c'est ça qui est flippant. Et le fait que Jalen Duren se transforme à ce point en joueur qui tournait en double-double, c'était du 19-10 quasi assuré en régulière, et là, tout d'un coup, le mec, il est en 9 points, 8 rebonds, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est assez fou, et le problème d'adresse au tir, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, Tobias Harris est beaucoup trop important dans son rôle. C'est pas du tout ça que tu dois avoir si tu es sérieux pour aller loin. Et quand tu vois que cette équipe est première de la conférence Est, tu es en droit de te dire que cette équipe des Pistons pouvait avoir de vraies ambitions. Je pensais qu'elle pouvait avoir de vraies ambitions
pas du tout. Aujourd'hui, je sais que cette équipe n'ira probablement pas en finale. C'est quasiment certain pour moi. Oh Je bah ne ce vois serait pas cette hallucinant. équipe. Voilà, je vois. Déjà, va falloir survivre à un match 7. Et je suis incapable de te dire qui va remporter ce match. J'ai l'impression que tout peut arriver. Orlando, ils sont capables de te taper des espèces de runs. Et je sais même pas l'expliquer, en fait. Ouais, non Je mais c'est sais ça. pas à quoi m'en tenir. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, les deux seuls éléments, vraiment, c'est l'avantage du parquet et, C'est euh, ça. et, et l'espèce de petit ascendant psychologique qu'ils ont pris. Parce que là, Orlando, franchement, mais t'imagines l'ambiance dans le vestiaire après ce match 6. Non, j'imagine pas. C'est horrible. Et ouais, bah, Mais j'imagine Détroit, pas parce que le Magic n'a cessé de se prendre des gifles toute la saison, ouais, mais comme d'enchaîner les celle-là. déceptions avec des performances où tu te dis ah bon finalement ça joue Ouais, c'est mais quoi non, mais cette là, c'est histoire une quoi. gifle historique. Enfin, tu vois, Mais bien sûr, mais il y a pas à tortiller autour de cette question-là. Le collapse d'Orlando est absolument mémorable. ouais, ouais, oui, non, mais c'est clair. C'est impressionnant de se croûter à ce point et de foirer à ce point. Ouais, Je veux dire, j'ai jamais vu, rarement vu ça. ah, non, mais Et c'est sûr. et je me l'explique pas. Et même, en fait, ouais, il y a un côté, il y a vraiment un truc bizarre dans cette série. Et franchement, pour Détroit, forcément c'est inquiétant. Je sais pas si tu te rappelles, avant les playoffs, on en avait parlé plusieurs fois de Détroit, et moi je te disais que j'avais besoin de voir cette équipe jouer au moins une série avant de me projeter sur leurs ambitions. Quelle ambition tu veux avoir au regard de ce qui se passe Hmm. là? Alors après, il faut être clair, hein, la conférence Est, là, il y a quand même pas beaucoup d'équipes qui sont très convaincantes sur ce premier tour, Ah non, pas du on va tout, pas se ouais. mentir. Mais ouais, j'ai du mal à voir Détroit, en Détroit un candidat crédible au titre. Alors si on veut y croire, si on veut chercher absolument le positif, on peut se dire que revenir d'une situation où ils sont menés 3-1, ça va les aider mentalement, ils ont construit quelque chose sur lequel s'appuyer pour la suite. Leur adversaire en demi-finale de conf sera probablement pas un obstacle insurmontable, mais malgré ça, les limites qu'ils ont montrées sont beaucoup trop importantes pour avoir de réelles ambitions. Oui, bien sûr. Admettons que Détroit passe, c'est pareil. Probablement que Jalen Duren n'aura pas les. Cette équipe d'Orlando est parfaitement taillée pour gêner son jeu et pour imposer une puissance physique que peu d'équipes ont, hormis Orlando, quoi. Wendell Carter Jr. est clairement un gars taillé pour défendre sur Jalen Duren. En plus, ils ont une histoire de petit ami. Je crois que Jalen Duren, c'est l'ex de l'actuel petit ami de Wendell Carter Jr. Ah ouais. Ouais, c'est la joueuse là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Angel Reese, je crois que c'est elle. Enfin D'accord. bref, je crois. Je suis là, je suis en train de taper dans les pages People là, mais je suis en train d'avancer de trucs qui ne m'intéressent pas vraiment, mais j'ai entendu parler de ça pendant le match l'autre fois et j'étais là en train de me dire what the fuck, c'est quoi cette histoire? Bref, donc il y a une partie un peu personnelle qui est assez rigolote dans cette rencontre, mais et voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va advenir de Détroit. Le fait que Ozar Thompson et Jalen Duren ne soient incapables de shooter, que le spacing des Pistons soit à ce point. Enfin, c'est pas ce que tu peux pas fonctionner comme ça dans la NBA moderne aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Donc, à moins d'avoir une défense absolument incroyable et encore, comme tu l'as très bien dit et comme on l'a dit encore et encore concernant Détroit, Kate Cunningham est tellement isolé à la création, c'est tellement de choses tellement de responsabilités qui reposent sur ses épaules que voilà, dès que le gars il perd 5 ballons, ça devient compliqué quoi. Et heureusement pour Détroit, Orlando, voilà, quand tu marques 8 points dans le quatrième quart-temps, mais mon Dieu quoi, mon Dieu, Ouais, c'est c'est horrible. horrible, c'est catastrophique, c'est une honte même. Bah, un Donc, peu, ouais. Franchement, un peu, hein. Ouais, hmm. c'est fou. Et je J'en reste persuadé que si panier, Franz quoi. Wagner avait été là, Franz Wagner posait beaucoup de problèmes. Il défendait bien sur Kate Cunningham. Il était bon. Il était bon quand il jouait. Voilà et voilà qu'il se reblesse. Enfin, je veux dire, c'est une blague. C'est une blague cette équipe. Je ne comprends pas. Et pourtant, je dénigre Orlando depuis un moment maintenant en disant que j'y crois pas une seconde. Il menait 3-1, Charlie.
Ouais, mais Mais les trois. j'insiste sur un truc que je t'ai dit en off. Franchement, je suis content qu'Orlando se fasse sortir si l'idée c'était on garde le coach si ça passe le premier tour. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Franchement, je suis désolé, mais Mosley, j'aurais pas compris, enfin, je comprendrais pas qu'il soit conservé par cette équipe, même s'il passe ce premier tour. Je trouve qu'il a des limites qui sont vraiment importantes et je pense que ce premier tour, il nous montre aussi qu'Orlando, si c'était mieux coaché, ce serait une équipe beaucoup plus forte que ce qu'on a vu cette saison. Est-ce qu'on peut dire la même chose des trois, Charlie? Bah, c'est-à-dire, on. Bickerstaff, je l'ai défendu toute la saison. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, Je c'est suis qu'on pas peut, convaincu tout d'un on coup. peut pas avoir un avis aussi tranché parce que Mhm. Bickerstaff, il a au moins réussi sa saison régulière. Tu vois. Donc, c'est difficile d'avoir Ouais, un mais avis aussi clair et aussi tranché. Mais oui, effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bickerstaff, là, il a rien fait pour combattre le narratif qui voudrait que c'est un coach de saison régulière et que c'est un très bon coach pour lancer des projets, mais c'est moins ça. pour leur faire passer un palier. Et que stratégiquement, dans des séries de playoffs, il est quand même limité. Après, son Ouais, effectif est limité. Donc, c'est assez compliqué. Les points faibles de l'effectif de Détroit, on les connaît depuis un moment. On peut regretter, moi je continuerai de dire que c'est regrettable qu'il n'ait rien fait à la trade deadline. Je pense qu'ils auraient pu essayer de choper quelque chose pour nourrir cette ambition, pour nourrir cet élan qu'ils avaient dans la saison régulière. Franchement, quand ils ont gagné des matchs alors que Kate Cunningham était blessé, je me suis dit, mais cette équipe, elle est vraiment sérieuse. Là, la désillusion, elle est quand même grande. ouais, c'est clair, hein. Tout Je à fait. trouve ça, je trouve ça. Je m'attendais pas vraiment à ça de la part de Détroit, je t'avoue. Je savais bien que le spacing et ainsi de suite allait être un problème et que si une équipe en face scoutait correctement Détroit, ils allaient probablement se retrouver face à cette problématique. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'ils se retrouvent derrière 3-1 et qu'ils là ils aillent potentiellement se qualifier à domicile. Et s'ils perdent, mais mon Dieu, quoi, s'ils perdent à la maison face à Orlando, Là, c'est catastrophique, ouais. Ouais, ça va être d'une violence pareille. moi, je t'avoue, je suis pas si déçu en fait pour Détroit parce que encore une fois, enfin, si tu veux, on s'attendait quand même à voir ces difficultés-là. Ouais, En ouais. fait, on ne découvre rien sur ce premier tour. On a la confirmation du fait qu'ils ont certains problèmes qui sont vraiment rédhibitoires. Maintenant, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est quelles leçons le front office tire de ce qui est en train de se passer et comment ils réagissent cet été pour que l'année prochaine, Détroit ait autour de Kate Cunningham une équipe qui pourra lui permettre d'aborder les playoffs en étant ambitieux. Ouais, je suis d'accord, mais ça va passer pour moi, ça va passer par des décisions difficiles. Ah bah c'est Je sûr. pense pas, je ne pense pas que cette équipe puisse continuer en l'état avec son trio, qui est le trio logiquement autour duquel elle est en train de se construire dans sa conception actuelle, à savoir Cunningham, Duren, Ozar Thompson. Pour moi, il va falloir choisir entre Duren et Thompson. Pour moi, il y a pas photo quoi. De toute façon, Tu peux pas tourner avec deux gars comme ça. Ça me semble en tout cas excessivement compliqué, où ça va demander une construction autour de ces trois gars-là extrêmement particulière, quoi. Et je sais pas si c'est possible, en fait. c'est difficile à dire. Écoute, on verra. En tout cas, c'est sûr que les décisions qui vont devoir être prises seront des décisions compliquées, mais c'est pas les seuls qui vont devoir prendre des décisions compliquées cet été. Il y a plusieurs équipes Oh la vache, dont on grave. va parler qui vont avoir quelques décisions bien Euh, galères à prendre. Si on parlait de Toronto face à Cleveland, parce que en parallèle de cette série qui oppose Détroit à Orlando, Cleveland, eux aussi, vont devoir passer par un game set décisif pour essayer de prolonger leur saison face aux Raptors. C'est pas du tout le scénario qui était prévu pour cette équipe des Cavaliers. Je pense que quand on avait vu cette équipe des Raptors privée d'Emmanuel Quickley depuis l'entame de la série, qui n'avait pas Brandon Ingram en tenue pour le match 6, remporté sur un tir miraculeux de RJ Barrett. Voilà, très sincèrement, si tu es fan de Cleveland, je vois pas comment tu es serein dans cette position. On sait très bien, en plus, James Harden, il a un historique personnel en playoff.
sur ce genre de match décisif où c'était pas bon. Là, il a affiché un +11 en plus-minus dans le Game 6, mais il a eu une efficacité au tir absolument déplorable. Puis avec cette espèce de toujours de, je sais pas si je peux parler de timidité, mais on sent qu'il est pas serein, quoi. Il n'y a pas de sérénité du tout. Donovan Mitchell était loin également de ses standards, 24 points, mais 11 sur 26 au tir, dont 2 sur 10 à 3 points. Pour le coup, Evan Mobley était présent, pour toutes les fois où Il j'ai, était temps. où je lui suis tombé dessus, 26 points, 14 rebonds, et une belle combativité sur le terrain. Ouais. Mais voilà, je maintiens que les Cavaliers n'auraient jamais dû lutter autant face à cette équipe de Toronto, qui n'est pas du tout une équipe qui ambitionne quoi que ce soit. La qualification de cette équipe en playoff, c'était déjà une victoire. Le fait qu'il soit là à arracher un match 7, c'est inespéré, je pense, si t'es fan de Toronto. On l'a rappelé également dans la preview, je ne sais quand, à quel moment, dans quel épisode, mais Cleveland, c'est l'effectif le plus cher de toute la NBA. Ils étaient censés être favoris de cette conférence Est. Comment tu veux mettre une pièce sur cette équipe de Cleveland? Excusez-moi, mais je la trouve fadasse, sans âme, sans grinta, sans orgueil. J'attends qu'ils se fassent sortir, mais je sais pas par qui ils vont se faire sortir. Ils vont, en l'état, ils vont probablement, potentiellement atteindre les finales de conférence. C'est tout à fait possible. Ah, faut déjà qu'il gagne le match 7, hein. Ah ouais, ouais, ça va être compliqué. Ouais. Ça, je le dis pas, mais derrière, ça va être quoi? Ça va être Détroit ou Orlando. Donc, potentiellement, ça peut passer. En fait, Cleveland, ils peuvent accéder en finale de conférence de manière, Gratuite. je sais pas, étrange, quoi. Presque gratuite. Non, gratuite, c'est trop, mais Non, 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 mais écoute, et Toronto, franchement, Toronto, bravo, bravo, parce que ils se battent comme des diables. Ils arrivent à déterminer des choses, je pense, cruciales pour leur avenir. Tu sais que potentiellement tu gardes RJ Barrett, c'est bien. Scotty Barnes, il est sur la bonne trajectoire, c'est bien. Tu sais que Jacob Poeltl, faut essayer de le virer. Brandon Ingram, faut t'en séparer. Tu peux pas donner autant d'argent à ce gars-là. Je trouve qu'ils ont éclairci vachement de choses sur leur avenir, Toronto. Et voilà, ils jouent crânement leur chance. Et franchement, c'est cool qu'ils aient l'opportunité de potentiellement prendre ce game set, quoi. Et encore une fois, je maintiens, et après je te laisse parler, pardon, mais entre Donovan Mitchell et James Harden, putain, il y a les genoux qui s'entrechoquent, là. Hein. non, mais surtout, attends, moi je vais te poser la question. C'est qui le meilleur joueur de la série, là, à tes yeux? Parce que moi, j'irais Scotty Barnes. Mais largement, bah, c'est pas normal. Ben non, c'est pas Enfin, normal c'est quand du même tout. pour Donovan Mitchell, c'est une claque, mais qui est terrible. Parce que Ah, mais pour moi, il n'y a grave. pas débat. C'est Scotty Barnes qui domine cette série. Et bon, alors déjà, ce match 6, bah écoute, bah, c'est difficile de demander mieux en termes de scénario. Hein. Oui, c'était Overtime, vraiment cool ce match. énorme shoot, ouais, voilà, c'était bien. Forcément, le dénouement du match retient toute l'attention. Hein, ce shoot de RJ Barrett, en plus, il rappelle un peu celui d'Haliburton l'année dernière face aux Knicks. Mais franchement, globalement, Cleveland ne mérite pas de remporter ce match. Je veux dire, c'est- il est maîtrisé par Toronto la plupart du temps, Ouais. ce match 6. Alors ok, les Cavs reviennent dans le quatrième quart-temps, mais avant ça, Toronto est en contrôle. Alors oui, Cleveland fait un bon run, mais encore heureux, bordel. Je suis désolé, Mais grave, on devrait pas en être là, en mais fait. ouais, On c'est devrait pas ça. avoir cette conversation. Dire, Moi, on en tout sait cas, je très le bien. pense. C'est que c'est forcément une déception qu'on soit là à parler d'un game set. Alors, c'est cool qu'on se tape un game set. Et la série, elle est plutôt sympa, tu vois. C'est intéressant et tout. Mais Cleveland, si t'es sérieux, t'es pas censé te retrouver dans cette situation. Je suis désolé. Non mais c'est clair. Je veux dire, Jamais. ouais, je trouve ça difficile de pas être déçu parce que bon, Cleveland, alors moi j'avais pas d'attente incroyable hein, sur cette équipe. Mais enfin, Non, mais les bon. leaders de cette équipe sont loin d'être irréprochables. Je veux dire, Donovan Mitchell, on l'a dit, Harden, même le front de court, a pas été au niveau sur tous les matchs du tout. Bon là, Evan Mobley vient de faire un très bon match 6 malgré la défaite, mais au global sur la série, il a pas toujours été irréprochable. Défensivement, Cleveland se fait martyriser par l'attaque de Toronto. Une attaque C'est qui clair. n'a pas Emmanuel Quickley et qui en plus là est privé d'Ingram, qui de toute façon faisait pas non plus la série de sa vie. Donc C'est assez c'est fou d'ailleurs de voir Ingram à quel point son impact n'existe pas. ouais, mais sois plus gentil C'est quand même.
Ouais, c'est terrifiant quand même. Non mais oui, t'as raison, Excuse-moi, mais effectivement. Non mais t'as tout à fait raison. le mec, je sais pas, c'est un sopalin, quoi. Enfin, Non, je veux puis pas, ouais, je pardon, sais pas, mais Cleveland, ça perd une quantité de ballons. Enfin, c'est comme ça, la nuit dernière, là, que Toronto fait l'écart. Hein, c'est grâce aux pertes de balles des Cavs. Et, ouais, en fait, c'est frustrant. Cette équipe, on sait très bien qu'elle est capable de séquences offensives de très haut niveau et que quand elle joue à son meilleur niveau, elle a la capacité de scorer sur quasiment n'importe qui. Mais sur cette série, on n'arrive pas à voir ça sur la durée. Je trouve qu'Atkinson est super frustrant dans les choix qu'il fait. et à Et même contrario, Rajkovic, il est très très bon. ouais, Et et en fait, Rajakovic, tu vois, en fait, même sur le parquet, en fait, prenons l'overtime de cette nuit-là. Bon, déjà, pourquoi pas de temps mort? Ça, c'est le premier truc qui me frustre. ouais, Tu vois, bah, pourquoi pas à la limite? Ces dernières années, on en a vu plein des coachs qui décident de faire confiance à leurs joueurs, de pas casser le momentum. C'était un des grands trucs de Steve Kerr à une époque, ok, pas de souci. Pourquoi c'est Schroeder qui se retrouve avec la gonfle? T'as Harden et Donovan Mitchell, c'est eux que tu veux voir balle en main sur une situation comme celle-là. Mais en fait, je comprends pas les choix qui sont faits par cette équipe. Je comprends pas quand t'as des joueurs avec l'expérience que ces mecs-là ont, comment tu te retrouves comme ça. Et même Schroeder, il en a de l'expérience. C'est un vrai joueur, Dennis Schroeder. C'est quoi cette passe? ouais. Et derrière, le match leur échappe complètement et ça peut paraître anecdotique, mais c'est pas anecdotique du tout. Ça a un impact énorme. Et moi, j'ai vu des fans des Cavs sur les réseaux, etc., un peu péter les plombs sur le manque de, enfin, sur l'absence de temps mort, sur les choix offensifs. Et moi, je partage un peu cette interrogation-là. Alors, ok, Harden, il est arrivé en cours de saison, ok. Et ça va, Donovan Mitchell, il a depuis un moment, il joue avec Mobley depuis un moment. Atkinson, c'est sa deuxième saison. Il y a quand même des choses qui doivent être en place. À un moment, dans une situation comme celle-là, tu t'appuies sur tes certitudes. Tu fais pas ça. Et je comprends pas. Ouais, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe à Cleveland. Encore une fois, j'avais pas de grosses attentes pour cette équipe. Pour moi, je les mettais pas du tout au même niveau qu'une équipe comme les Knicks. Mais ouais, je sais pas très bien à quoi m'attendre. Alors, ils sont à domicile et intrinsèquement, je pense qu'ils sont plus forts que Toronto. J'espère qu'Evan Mobley va confirmer sa montée en régime. J'espère qu'ils vont se réveiller un peu parce que ce serait quand même bien qu'ils passent, tu vois. Mais bon, c'est difficile d'être confiant pour le match 7. Hein. Ouais, Toronto a réussi à brouiller le jeu en pick and roll des Cavaliers, ce qui avait bien fonctionné sur les deux premiers matchs. Il y a eu des bons ajustements de la part de Darko Rajakovic. Il a notamment quand il a décidé de mettre Scotty Barnes sur Harden pour l'empêcher de cibler certains joueurs dans les pick and roll, notamment de Potel. Cette espèce de 5 aussi où t'as Murray Boyles qui est là, où c'est un 5 extrêmement rapide avec Barnes qui fait office de pivot. Je trouve qu'il il a trouvé des bons ajustements avec l'effectif qu'il a sous la main, ce qui pose pas mal de problèmes à Cleveland. Et de son côté, Atkinson, lui, je sais pas, je trouve qu'il n'arrive pas à mettre en difficulté, à exploiter les faiblesses inhérentes à l'effectif des Raptors, où ils ont quand même pas mal de points où tu devrais pouvoir appuyer en tout cas. Et c'est pas le cas. Et très franchement, je sais pas trop sur à qui revient la faute dans cette histoire, mais je m'attendais pas à voir Cleveland galérer à ce point face à cette équipe des Raptors. Non, et puis Atkinson, il joue gros parce que visiblement, je crois que c'est The Ah Athletic qui a oui, bah expliqué oui, que sa place était en jeu quand même là. bien sûr. Donc, T'imagines la dégringolade pour ce mec qui l'an dernier était porté au nu à la fin de la saison régulière, 64 victoires, un jeu hyper léché, tout le monde était là, ouah, c'est incroyable ce que fait Cleveland, tout non ça mais pour en même finalement temps, se faire sortir. et en même temps, il faut être clair. Je suis désolé. Tu regardes l'attaque des Cavs la saison dernière et l'attaque des Cavs qu'on voit là, Ah ouais, bah ouais, c'est rien à pas la voir. même équipe. C'est pas Ah non, non, du tout la même équipe. C'est impressionnant à quel point ça a chuté. complètement.
Et quand tu ramènes un mec comme James Harden dans l'équation, et ben voilà, ça devient une espèce de, le jeu en pick and roll, ça devient une espèce de gimmick. Alors quand ça fonctionne, c'est cool parce que James Harden est un joueur de pick and roll absolument élite. Il est incroyable dans ses lectures, dans ses passes, dans la création et tout ça. Il est extrêmement fort. Mais, euh, mais une fois que tu arrives à brouiller le message, à brouiller les passes, à brouiller le jeu, bah, ça devient compliqué. Et là, on voit c'est difficile pour Cleveland de trouver, de se mettre en rythme, de jouer avec un flow. Ça se passe pas comme ça. Alors après, à la limite, ce qu'on peut se dire, si on veut se rassurer côté Cavs, c'est que ils ont plutôt pas mal fini le match 6 en fait. Tu vois, Tout à fait. sur le quatrième carton, bon, Donovan Mitchell était bien, collectivement ça exécutait mieux. Alors ok, ils ont pas réussi à conclure en overtime parce qu'ils sont très mal gérés les dernières possessions, enfin la dernière possession. Mais s'ils sont dans leur ligne, dans la lignée de ce qu'ils ont fait dans le quatrième carton pour ce match 7, ça devrait passer. Mais ça va pas être facile. Il faut vraiment faire un match très sérieux en fait. Il faut vraiment que les gars ils comprennent que là, ils jouent plus que leur saison en fait sur ce match-là, parce que s'ils se font sortir à la part Toronto, il n'y a pas que Atkinson qui va faire les frais de cette élimination, c'est impossible. Et c'est bien ça qui est dramatique du côté de Cleveland, c'est qu'elle a potentiellement, ils sont face à. De toute façon, je pense que Cleveland, à la fin de cet exercice, va devoir prendre des décisions pour son avenir. Et Mais tu moi sais j'en pas suis si pas tu te sûr. souviens, Hein. mais quand tu as James Harden qui a été, donc quand ils ont fait le transfert pour James Harden, moi je ne vois pas du tout James Harden dans les plans de Cleveland sur le long terme. Je sais pas ce qui va se passer, mais En fait, je le vois pas. le problème que je vois, c'est que on l'a dit en demi-finale de conf, ils vont avoir un adversaire potentiellement pas insurmontable. Il y a quand même un monde où, sans être convaincant, les Cavs se retrouvent en finale de conférence. S'ils vont en finale de Hmm. conférence, moi je suis pas sûr que le front office se disent bon on va pas prolonger Harden, on va remplacer un tel, enfin tu vois, c'est pas ce qu'on peut dire. Ça sera une erreur dans ce cas-là. Ouais, mais Ça ça sera une demandera erreur. beaucoup de courage de prendre des Ah ouais. décisions importantes en sortant d'une finale de conférence. De toute façon, là, il y a beaucoup de courage à prendre pour beaucoup de front office Ouais, NBA c'est aujourd'hui. clair. Il y en a qui va falloir s'accrocher. Ça va pas être facile. Bref, t'as qui pour ce game set? Moi, je dis Cleveland parce qu'ils sont à domicile et Moi que aussi, je dis je Cleveland. peux pas croire ils se bananent là-dedans. Ouais, J'ai moi non plus. hâte de voir le match de James Harden. Je t'avouerai que ce truc-là, pour moi, c'est popcorn immédiat, quoi. Tu sais ce que James j'ai hâte Harden de game voir, moi. 7 à domicile, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir. Déjà, je suis d'accord avec toi, je dis Cleveland, mais moi, j'ai très hâte de voir le match de Scotty Barnes. Parce que Ouais, là, cette série, elle est en train de ouais. propulser Scotty Barnes dans Ah, une mais nouvelle grave, dimension. Quand tu es grave. le meilleur joueur d'une série où il y a Donovan Mitchell et James Ouais, Harden en face de je suis toi, d'accord. ça veut dire quelque chose. Si le mec, il nous sort un match 7 enfin, un gros match 7 où derrière, il permet à son équipe de l'emporter, là, on est vraiment en train de basculer dans une dimension qui est très très différente pour Scotty Barnes, et ça peut vraiment être un acte fondateur d'un mec qui peut devenir une des grosses superstars de la ligue dans les années à venir. C'est peut-être parce que je suis fatigué, mais très sincèrement, c'est la seule chose que je retiens de cette série. Scotty Barnes, ouais, je suis d'accord C'est avec toi. Scotty Barnes. Ouais. Non, C'est le seul truc que je trouve intéressant. alors je suis pas d'accord avec toi, j'ajouterais au moins une chose, c'est Colin Murray Boyce. Oui, oui, non, oui, d'accord. Ok, ok, ok. Mais Scotty Barnes, on parle d'une autre dimension. C'est-à-dire Oui, que oui, oui. pour moi, voilà, c'est Toronto Il fait quand même une vient série impressionnante. d'identifier le joueur autour duquel ils peuvent construire. Il y a la confirmation toutes les conversations que toi et moi on a eues concernant les Raptors, c'était toujours ça la question. C'était c'est quoi le projet de Toronto? Est-ce qu'on est sûr que Scotty Barnes c'est le joueur autour duquel tu as envie de construire? Et aujourd'hui, les Raptors vont terminer potentiellement cette saison. Enfin, on verra quand est-ce que ça va se terminer pour eux. Mais si ça se termine dans le game set à Cleveland, peu importe, l'important aujourd'hui, c'est qu'ils ont identifié Scotty Barnes comme étant le joueur sur qui ils peuvent construire. Et ça, Oui, quand tu as un joueur comme ça, et que tu arrives à l'identifier, et que tu as la certitude que tu peux faire quelque chose avec un joueur comme ça, c'est un énorme pas en avant pour ta franchise. je suis d'accord, mais j'ajoute Murray Boyce parce que quand t'as un rookie qui te fait Il est très une, fort. Ouais. tu vois, quand t'as un rookie qui te fait une première campagne de playoff de ce niveau-là, avec les qualités qu'il montre, etc., c'est pareil. Pour l'avenir, c'est une information qui est absolument capitale. Tu sais effectivement que tu vas construire autour de Scotty Barnes, mais tu sais que Murray Boyle, c'est un mec
que tu veux ajouter dans cette construction à tout prix. Ouais. Après, faudra pas, faut espérer que ça dure et faut voir quel genre de contrat tu lui files. Oh, t'as le Crois-moi temps. que tu peux vite te retrouver avec des contrats à la con qui après, tout d'un coup, tu te dis mince, pourquoi j'ai filé autant d'argent à ce Ouais, mec-là? mais ça, t'as le temps de voir. Il est dans la première année de son contrat rookie, tu vois, y a pas Ouais, d'urgence. tout à fait, mais complètement, complètement. Avoir ce mec-là sous un contrat rookie pour, je sais pas, encore 3 années, un truc comme ça, Ouais, euh, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que tu veux. Pour ta profondeur de banc, pour la construction de ton effectif autour de Scotty Barnes, c'est la perfection. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir trouver une façon de se débarrasser d'Ingram et de Jacob Putel et peut-être d'Emmanuel Quickley. On va avoir, mais aujourd'hui, Toronto a beaucoup plus de certitude que à l'entame de cette confrontation avec Cleveland. Et c'est extraordinaire pour eux, je trouve. tout à fait. Boston face à Philadelphie, voilà, c'est cette nuit que ça va se jouer. Tiens, on va sortir juste avant le match, logiquement, parce qu'on va sortir dans la soirée de samedi. Et voilà, ça c'est du game set que j'attends avec impatience. La victoire au final des Sixers, Charlie, dans le game 2, c'est peut-être l'événement le plus important de cette série. C'est ce qu'on avait dit, parce que ça a permis à l'équipe de Nick Nurse de gagner du temps pour un éventuel retour de Joel Embiid. Et voilà, ils étaient menés 3-1. Philadelphie a réussi à forcer un match décisif derrière une performance collective impressionnante. C'est probablement la vision qu'avait Daryl Morey au moment où il a constitué cette équipe, Ouais, c'est avec vrai. VJ Combe qui arrive en super bonus. Mais voilà, je pense que c'était ça l'image, tu vois, de Tyrese Maxey. Je pense que c'est le leader de l'équipe, définitivement. Il s'est totalement imposé dans ce rôle-là cette saison, dès le départ de la saison. Départ canon grâce à lui et VJ Combe. Paul George, quand tu le vois là, je pense à toi parce que, en fait, quand je vois cette équipe jouer là sur les derniers matchs, je me dis, moi, je me régale avec Tyrese Maxey. Je pense à toi, je me dis, putain, Charlie doit kiffer de voir le Paul George Ah ouais, retrouver un peu l'énergie de ses meilleures années. trop bien. Euh, Parfait dans son rôle de connecteur. Il trouve ses tirs sur le terrain. Tu sens l'expérience, le métier, vraiment le vétéran. Ça fait plaisir à voir. En défense, il est capable d'alterner parfaitement sur Jalen Brown ou Jason Tatum, Peyton Pritchard ou Derrick White ou n'importe qui. Franchement, c'est magnifique à regarder. Et puis Joel Embiid qui pose un problème majeur aux Celtics. Il expose la faiblesse dans le secteur intérieur et en même temps, c'est pas surprenant puisque bah forcément, Joel Embiid, il expose ta faiblesse intérieure pour quasiment la totalité des équipes NBA en vérité. Et il y a beaucoup de talent dans cette équipe des Sixers et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont les moyens d'aller au second tour. J'ai même envie, je sais pas, je m'emballe un peu, mais j'ai l'impression que cette équipe, si ça continue et que ça tient en termes de santé, ça peut aller loin en fait. Et quand tu vois Jason Tatum qui a sa douleur au mollet là, à la fin Ouais. du Game 6, attention Boston, je sais pas à quel point c'est judicieux de faire jouer. Apparemment il va jouer, hein, c'est sûr et certain. Oui, Matsula oui, il il a va jouer, annoncé ouais. qu'il allait jouer. Waouh, c'est risqué je trouve. Ouais, bah écoute, déjà, franchement, les Sixers impressionnants, hein, quel que soit le résultat du match 7, avoir Ils réussi ont à... le momentum là, hein. Ouais, mais oui, mais déjà avoir réussi à pousser Boston dans cette situation en étant mené 3-1, c'est vraiment très très solide. Effectivement, tu l'as dit, ils ont le momentum. Moi, oui, Paul George, je suis trop content de le revoir à ce niveau-là. Son impact est énorme défensivement, dans l'intensité, il répond présent, offensivement, il est juste. Enfin, il shoot à 54% à 3 points, un truc comme ça. Le retour d'Embiid fait un bien fou. Boston ne peut absolument pas l'arrêter. Alors tu l'as dit, il y a très peu d'équipes qui ont un secteur intérieur capable d'arrêter Boston. C'est évident d'arrêter Embiid, pardon. C'est évident que Boston n'a pas ce secteur intérieur-là. C'est une des faiblesses qui était pointée au début de la saison. Tyrese Maxey, il est dans la lignée de sa superbe saison régulière. Il est hyper impressionnant et en fait, pour Philly, c'est le scénario rêvé. En fait, tout clique au meilleur moment. Tout est en train de se mettre en place au meilleur moment. Ouais. En plus, comme tu l'as dit, il y a l'inquiétude sur Jason Tatum qui a eu une vraie alerte au mollet et qui va jouer, mais c'est inquiétant. On n'est pas sûr de l'état dans lequel il sera. On n'est pas sûr qu'il va pas se reblesser. Et puis au-delà de ça, moi je suis désolé, mais ce que montrent les Sixers depuis 2 matchs, c'est un vrai souci pour Boston. Défensivement et notamment sur les pick Tellement. and roll, ils posent des gros problèmes à cette équipe. En plus, l'adresse extérieure des Celtics est dégueulasse.
est dégueulasse. C'est 11 sur Ouais. 39 sur le match 5, 12 sur 41 sur le match 6, et malgré ça, ils s'obstinent dans leur schéma. Alors moi, j'ai passé l'année à chanter les louanges de Mazzulla, mais par pitié, ça suffit, quoi. Genre, on en a marre de voir ces matchs à 40, 50, 50 tirs à 3 points pris, alors qu'il y en a pas un qui tombe dedans. J'aimerais voir plus d'ajustements. Alors peut-être pas dès le début du match. Sur le match 7, je m'attends pas à ce qu'ils changent des choses dès le début du match, mais par pitié, il faut pas avoir peur de proposer autre chose si la défense des Sixers continue à prendre la mesure de l'attaque de Boston comme c'est le cas, et si l'adresse extérieure est une nouvelle fois absente. Un petit mot quand même sur Derrick White. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais parler de lui. Ouah, Vas-y, vas-y, vas-y. c'est compliqué, hein. Il est très en deçà de ses Ah, standards. C'est la chaud, ouais. déception, Ouais. et en termes d'adresse, c'est catastrophique. Même il y a certaines pertes de balles qui sont pas habituelles venant de lui. Alors, il a toujours un impact défensif qui est important, mais Boston a absolument besoin qu'il retrouve de l'adresse et qu'il monte en puissance en attaque. On n'est plus dans la configuration de l'année où Boston est champion et où ils ont beaucoup plus d'atouts et d'armes offensives. Aujourd'hui, Derrick White, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin qu'il monte en puissance en attaque, qu'il retrouve de l'adresse. Sinon, ça va être très compliqué. Écoute, voilà, moi à cause du momentum, à cause aussi du fait que, alors tu l'as rappelé la dernière fois qu'on a enregistré un podcast, mais historiquement en playoff, Boston à domicile, ils sont très très loin d'être souverains. Donc, moi j'avoue que j'y crois un peu pour les Sixers, et je trouve qu'ils méritent sur cette série, et je trouve que Paul George mérite aussi. J'ai envie de voir Paul George en demi-finale de conf, et surtout, j'avoue, tant qu'Embiid peut jouer, ben, j'ai envie de voir Embiid sur un parquet, faut en profiter. Donc, C'est assez incroyable, ouais, Embiid, donc quand moi même. je mets les Sixers. Le mec a été opéré d'une appendicite. Il est en train de potentiellement battre Boston avec les Sixers. Les Sixers n'ont pas battu les Celtics dans une série depuis 1982. J'ai trouvé ça bien, le fait que Joel Embiid dise que c'était pour l'instant une confrontation à sens unique. Il s'est toujours fait fesser pantalon sur les chevilles par Boston dans sa carrière. Et là, ils ont vraiment une opportunité de faire ça. Ça m'a fait kiffer aussi de voir les fans des Sixers chanter We Want Boston. Ouais, Et ils sont en train de répondre, de répondre. C'est en train de répondre présent. Il y a quelque chose d'historique qui pourrait se passer entre ces deux franchises là ce soir. Ça va être un match incroyable. Pour les livres d'histoire, ça va être hyper important ce qui va se passer. Je sais plus combien de game set il y a eu entre les deux. C'est 9 game sets dans l'histoire entre ces deux équipes. 23 fois ils se sont rencontrés en playoff. Donc il y a vraiment une page de l'histoire qui est en train de s'écrire là, tout de suite. en tout cas, Et cette équipe des Sixers, franchement, quand je vois ça, je me dis à quoi sert la saison régulière, Charlie? Ça sert à rien en fait. Le nombre d'équipes qui sont totalement en train de. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert finalement le net rating, tout ça, ce dont on parle toute la saison, on parle de ça pendant 6 mois. Et là, tout d'un coup, voilà, tu as des équipes comme Orlando ou Philadelphie qui sont là, qui te mettent un coup de boule et qui te disent, mais voilà, on est prêt. Tout d'un coup, ça part et tu sais pas pourquoi. Et il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à retenir dans la saison régulière. Euh, et ils sont là, ils existent et ils sont en train de faire leur playoff, quoi. ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, en fait, la saison régulière, on sait bien qu'il y a plein de choses qui sont à prendre avec des pincettes. Et si tu veux, c'est aussi pour ça que, tu vois, quand on parlait, par exemple, des ambitions des Spurs, quand on parlait des ambitions de Détroit, c'est-à-dire des équipes sur lesquelles on n'avait pas de référence en playoff, moi j'étais assez prudent et je te disais, il faut attendre de voir comment ça se comporte en playoff. Bon, là, on a des éléments de réponse maintenant, mais bon, en termes d'automatisme, de collectif, c'est quand même pas plus mal de faire une saison régulière réussie, je pense. Maintenant, voilà, on va pas C'est non sûr. plus. Et Ah, là, on parle pas d'OKC et de San Antonio, qui sont deux équipes qui montrent voilà, que qui te voilà, montre il y a qu'effectivement, aussi des certitudes que tu voilà, tu peux que tu construire peux en avoir saison en régulière régulière. des certitudes qui seront présentes en playoff. Maintenant, et c'est sûr que Détroit, c'est un peu le contre-exemple, mais même Orlando, hein, c'est un peu le contre-exemple. Tu vois, ça a été une galère toute la saison et finalement, ils trouvent leur pic de forme.
Bon, dire ça après le match Ouais, 6, ouais. c'est un peu étonnant, mais Non, non, tu mais vois ce en que tout je veux cas, dire. ils ont une performance totalement inattendue par Voilà, rapport à ce qu'on avait vu en régulière. Et absolument. entre le play-in et là, ce premier tour face à Détroit, où ils étaient en train de mener 3-1, enfin, je veux dire, on était loin d'imaginer que ça puisse être, ça allait être le scénario, quoi. Ouais. Mais Très effectivement, sincèrement. cette série Boston-Philadelphie, en tout cas, sur les 3 matchs 7 qu'on va avoir là, s'il y en a bien un qui est inratable, c'est celui-là. Ouais, complètement, ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. Je vais pas pouvoir me lever en plus cette nuit, puisque vu que j'ai pas dormi la nuit dernière, je vais essayer de dormir là. Donc, je vais rattraper ça en replay demain. Mais voilà. Et puis, on voit très bien les clés de cette rencontre. Ça va être, voilà, est-ce que les seconds rôles de Boston vont répondre présent? Quid de Jason Tatum, déjà? Est-ce qu'il va être en mesure de jouer? Est-ce qu'il va pouvoir bien jouer? Est-ce qu'il va encore se faire une rupture du tendon d'Achille à l'autre jambe cette fois? Oh non, arrête. Alors ça, Bah écoute, j'en oh, sais tu rien, l'as on dit, verra si bien. ça arrive, ce sera ta faute. Ah voilà, c'est moi qui va jinxer le truc, c'est ça. Grosso modo, Boston, je pense qu'il faut absolument prier pour que Derrick White et ou Peyton Pritchard te sortent une performance voilà, pas historique, mais une bonne performance. Que Jalen Brown réponde présent également. C'est pas le mec qui ressort le plus victorieux de cette confrontation face à Philadelphie, en tout cas, après l'excellente régulière qu'il a eue. Je pense qu'il est un peu décevant. Si t'es fan de Boston, t'es un peu déçu par les perfs de Jalen Brown. L'adresse à 3 points pour Boston, bien évidemment. Dans les 3 victoires, c'est 41,6% à 3 points. Dans les 3 défaites, c'est 27,6%. Donc, ça, si les paniers à 3 points rentrent, il y a une probabilité non négligeable que Boston parvienne à s'imposer. Et du côté des Sixers, bah, c'est continuer de surfer l'énergie qu'il y a eu sur les 2 derniers matchs. De continuer d'espérer que Paul George ait les guibolles de Paul George 2014, que Joel Embiid enfonce à l'intérieur et que Tyrese Maxey et VJ Combe soit le duo le plus sexy qui existe dans la ligue aujourd'hui bientôt, quoi. Donc j'ai hâte de voir cette rencontre. Franchement, ça peut vraiment nous donner quelque chose d'excellent. Par contre, J'espère qu'on n'aura pas un match à sens unique en tout cas. t'es vraiment un monstre parce que Paul George 2014, c'est l'année de son énorme blessure quand même, hein. Ah ouais, mais c'est pas une saison où il était très Si, fort. si, non, mais avant de se blesser, il est énorme, bien sûr. Et voilà, il se blesse avec le team USA, c'est C'est ça. juste parce que tu viens d'annoncer la blessure de Tatum, maintenant tu dis Paul George 2014, bon, je trouve que tu leur en veux un peu beaucoup quand même à tous ces pauvres gars. Ah, c'est un peu la série de la blessure, tu vois. C'est pareil pour Joel Embiid, quoi. Le mec, il est quand même blessé tout le temps. Il a joué combien? 38 matchs cette saison. Sur les 3 dernières saisons, il a raté 150 matchs, un truc comme ça. C'est terrible. Ouais, ouais, c'est Le beaucoup. mec, il a eu des fractures à l'orbite, au visage, des ménisques qui sont partis, des pouces, des ligaments du pouce qui se sont déchirés. Je sais pas si tu te souviens, la fois aussi, il avait une paralysie faciale. Enfin, je veux Si, dire, ah non, mais il a un c'est historique de un, blessure c'est, à vie c'est, qui est c'est un, c'est un impressionnant. sketch, quoi. Mais là, il est impressionnant. Sur Ouais. les 3 matchs, il tourne à 26 points de moyenne, 8 rebonds et 7,3 passes. Tu te rends compte? Ah ouais, Et non, il non, joue mais, non, mais NBA. quasiment 36 minutes par match. Le gars, il était dans un lit d'hôpital il y a quelques jours de ça, quoi. Ah C'est non, c'est- mais c'est complètement fabuleux ce qu'il est en train de faire. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est inespéré qu'il soit capable de produire comme ça. C'est fou. tout à fait. Je suis épaté par ce mec. Ouais, voilà, on va se régaler. Les Knicks face aux Hawks. Depuis la dernière fois, on en avait parlé de New York. Beaucoup de choses se sont passées. On avait pointé du doigt un peu le jeu caricatural et brouillon des Knicks. Et puis là, il y a eu une très très bons ajustements, notamment le rôle de Karl Anthony Towns en attaque. Mike Brown est allé chercher un peu plus sa capacité à servir de tour de contrôle, à distribuer les ballons. Pas forcément, tu vois, dans la production offensive. Il n'a pas marqué énormément de points. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais il a été beaucoup plus impliqué dans le jeu. Et puis, bah, tout de suite, ça a tout changé pour New York. OG Anunoby, je pense que c'est peut-être le MVP de cette série face Oui. aux Hawks. Il a été épatant offensivement, défensivement.
Et puis, alors là, la qualification s'est obtenue avec un tronçonnage en règle d'Atlanta. C'était une humiliation totale. Ça a également permis à Michael Bridges de retrouver un peu des couleurs. Il a marqué 24 points. Il s'est remis un peu en rythme. Et pour les Knicks, c'est extrêmement important pour la suite parce que c'est eux qui vont se cogner le vainqueur de Boston-Philadelphie. Donc voilà, je sais pas comment tu le sens côté New York. J'ai l'impression que c'est les mieux placés à l'est définitivement pour atteindre les finales aujourd'hui. C'est mon sentiment. J'ai l'impression que c'est l'équipe la plus sérieuse et c'est bien qu'ils aient réussi à être confrontés à des difficultés et à résoudre les équations qui leur ont permis de répondre après avoir été menés 2-1 face à Atlanta. On pourra parler d'Atlanta après, mais je te laisse réagir par rapport à New York. Non, ben effectivement, on a eu les adaptations qu'on réclamait. Ça fait vraiment plaisir parce que on avait beaucoup d'attentes autour de Mike Brown et de son coaching staff après le match 3, que ce soit dans les rotations. Tu vois, par exemple, on avait parlé du cas Alvarado, mais aussi et surtout, effectivement, dans l'utilisation de Karl Anthony Towns. L'attaque était beaucoup Ouais, plus collective, beaucoup plus fluide aussi. Anunoby, tu l'as dit, a été excellent. Pour moi, c'est clairement le meilleur joueur de son équipe sur ce premier tour. ouais, Bah, éclatant. Michael Bridges, je suis content aussi de le voir sortir la tête de l'eau parce que on se rappelle les critiques à son encontre étaient très virulentes après le match 3. Certains voulaient même le voir perdre sa place de titulaire et ça aurait été terrible pour lui. Ça l'aurait complètement coulé. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. Mike Brown a su le remettre en confiance. On sait très bien que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup des deux côtés du parquet Tout à fait. quand il est bien. Donc voilà, on était très critique sur les choix de Mike Brown après le match 3. Il faut absolument reconnaître que depuis, il a parfaitement su inverser la tendance. La manière avec laquelle il a su trouver un nouvel équilibre offensif est remarquable. Sur la fin de série, on a vu une attaque avec beaucoup plus de mouvements, beaucoup moins prévisible. Défensivement, il a aussi su trouver les bons ajustements. Et c'est marrant parce que la dernière fois qu'on a enregistré, c'était juste après le match 3, et à ce moment-là, on trouvait vraiment que le visage montré par les Knicks n'était pas du tout rassurant pour la suite, sauf que depuis, en fait, tout a changé. Ils ont trouvé les solutions qu'on espérait, ils ont fait les adaptations nécessaires, et comme tu l'as dit, finalement, aujourd'hui à l'Est, c'est probablement l'équipe qui a le mieux géré son premier tour, aussi parce qu'ils ont été confrontés à des difficultés qu'ils ont su résoudre, donc ils ont trouvé des certitudes dans dans ce processus-là. Alors ok, il y a eu ces deux défaites d'un point, mais la montée en puissance derrière a été vraiment très sérieuse et les Knicks n'ont pas du tout tremblé sur les trois derniers matchs. Hein. Enfin, je veux dire, de mémoire, il doit y avoir 15 points, 30 points, et je vais même pas parler du match 6 par respect pour les Hawks, parce que il C'était y avait 50 points, il y a quasiment abominable. 50 points d'écart à la mi-temps quand même. Donc C'était voilà, abominable. J'ai les Knicks rarement sont vu ça, putain. ouais, c'était absolument abominable. C'était assez terrible et c'est clair que les Knicks ont montré le visage d'une équipe vraiment dominante, vraiment solide. Et là, ils sont dans une position parfaite. Je veux dire, ils sont tranquillement sur le canapé en train de se reposer pendant qu'ils vont regarder Boston et Philly se déchirer dans un match 7. C'est idéal pour eux. Ouais, ça m'a fait rire que Mike Brown remercie Quinn Snyder et son staff de les avoir mis au défi à ce point-là et en les obligeant à trouver des ajustements. Ouais, mais c'est clair. Et c'est ce qu'on avait dit, toi et moi. De toute façon, cette équipe, si elle est sérieuse, soit elle parvient à rectifier le tir et à concrétiser tout le potentiel qu'elle avait et cette image enfin, en tout cas, d'une des grosses écuries de la conférence Est. Au début de l'année, on avait parlé, toi et moi, du fait que les Knicks et les Cavaliers étaient les deux équipes les mieux placées, on va dire, pour sortir de cette conférence en l'absence des Pacers, en raison de la blessure de Tyrese Haliburton. Les Sixers étaient aussi potentiellement, enfin voilà, il fallait que plein de choses se passent bien et c'est ce qui est en train de se passer potentiellement à Philadelphie. Mais les Knicks et les Cavaliers semblaient être les deux équipes avec le plus de certitude. Les Cavaliers, on l'a dit tout à l'heure, niveau certitude, on repassera. Les Knicks, là, voilà, ils ont rectifié le tir, ils sont sur une bonne dynamique et je pense que si tu es fan de New York, tu es content à la fin de cette série face à Atlanta parce que là, j'ai l'impression que les playoffs sont lancés et il y a de vraies ambitions côté Knicks. Oui, et puis surtout, Et voilà, Mike Brown a mis sa patte, ça y est, sur l'équipe, tu vois. tout à fait. Et c'était pas le cas au tout début de la série. Au tout début de la série, franchement, tu nous aurais montré juste le, tu vois, juste le jeu en floutant les visages et tout.
ça aurait été difficile de te dire si c'était Thibodeau ou Mike Brown le coach. Tu vois, il y avait pas de différence Mm. flagrante, que ce soit dans les rotations, que ce soit dans l'attaque. Il y avait pas la patte Mike Brown qui était posée sur cette équipe. Là, il a réussi à le faire. Il faut espérer que ça dure. Il faut espérer qu'il continue à faire les bons choix et les bons ajustements s'il est à nouveau confronté à une situation un peu compliquée. Et bravo à cet effectif qui a su opérer des changements, qui a su se réajuster à tous les joueurs. On va mettre Jalen Brunson, par exemple, qu'on a un peu, envers lequel on s'est montré critique, à juste titre, je pense. Et voilà, et c'est un joueur qui voilà, on voit que lui, son souci, c'est de gagner et qu'il est prêt à changer son rôle, qu'il est prêt à réajuster un petit peu son jeu pour permettre à l'équipe d'aller de l'avant. Et c'est une bonne chose. Et Karl Towns, c'est cool pour lui. Je suis content de le voir jouer à son niveau parce que cette équipe, ce 5 majeur des Knicks, a vraiment énormément de talent. Je pense que ça peut vraiment aller très loin, New York. Bah, en tout cas, sur ce premier tour, effectivement, c'est l'équipe à l'Est qui semble être la plus impressionnante. De loin. On verra qui vont affronter. De toute façon, on fera probablement les previews les demi-finales à l'Est mardi. Je pense que mardi, on saura à peu près tout concernant les duels à l'Est. Et on verra. Je suis en train de réfléchir à ça. Je serais plus serein pour les Knicks s'ils affrontaient Boston que s'ils affrontaient Philadelphie. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si t'as déjà réfléchi à ça. J'y ai pas réfléchi, mais spontanément, comme ça, je comprends ton point de vue, ouais. J'ai l'impression qu'ils sont taillés pour battre Boston. Vraiment. Et là, ce qu'on voit de Boston, après, Ouais, après, on est aussi encore une beaucoup. fois, si Derrick White se remet Voilà, c'est ça. en ordre de marche, bon, ça changera totalement la dynamique de cette équipe des Celtics. Là, ils pâtissent vraiment du fait que Derrick White est complètement à côté de ses pompes, quoi. Ouais, tout à fait. Pour Atlanta, et faisons un petit peu le bilan d'Atlanta. J'ai marqué deux, trois trucs, notamment le fait que, pour moi, Jalen Johnson, voilà, c'est comme d'autres joueurs, il y a une différence entre la régulière et les playoffs. Je trouve qu'il n'a pas été très convaincant dans ces playoffs, Jalen Johnson. Il doit clairement améliorer sa tenue de balle parce que tu vois qu'il galérait à évoluer sur le terrain. Alors forcément, quand tu te tapes au Giannunobi Ouais, ou Michael Bridges, bon bah c'est pas c'est cool quoi. pénible. C'est des mecs qui sont pénibles, qui sont relous, qui sont extrêmement forts défensivement. Et voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour lui et qui doit passer un palier. Je sais pas à quel point Jalen Johnson, alors qui a un contrat extraordinaire, donc de toute façon Atlanta ils ont pas de soucis à se faire le concernant. Il est re-signé, il est sous contrat, il y a pas de problème. Mais en termes d'évolution et de progression, il y a encore un palier important à franchir pour Jalen Johnson. Et je trouve que ces playoffs ont mis ça en exergue, justement. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Après, bon, c'est aussi, il découvrait les playoffs dans ce rôle-là. Il avait déjà une Oui, petite oui, expérience des playoffs, mais ça n'avait rien à micro, voir ouais. avec ce qu'il Mm. attendait là. Effectivement, il doit progresser balle en main. Globalement, ce groupe d'Atlanta doit aussi progresser mentalement. C'est pas normal. Tout à fait. C'est pas normal de sortir sur un match comme celui-là. Voilà, tu te faire sortir par les Knicks, il n'y a aucun problème, c'est normal. Même 4-2, c'est plutôt mieux que ce que beaucoup de gens pensaient. Beaucoup de gens voyaient Atlanta se faire sortir en 5, mais le dernier match, il fait mal. Franchement, il fait mal, et moi, j'ai un peu souri, je t'avoue, quand j'ai entendu les déclarations de Quinn Snyder qui nous dit ah non, mais mentalement, on a été fort parce qu'on a continué à se battre même avec 50 points d'écart. Non, mec, si mentalement t'es fort, tu prends pas 50 points dans la tronche. Je suis désolé, c'est pas possible. Mais bon, écoute, on va pas surréagir non plus. Ils étaient pas du tout favoris dans la série. À un moment, quand ils menaient 2-1, on s'est dit oula, peut-être qu'ils vont le faire, mais c'est une équipe qui est en reconstruction. Atlanta, ils ont tourné la page Trae Young. C'était la première campagne de playoff post Trae Young. On peut pas s'attendre à ce que tout à coup ils soient extrêmement performants. Ils ont eu des enseignements sur les profils qui leur manquaient, sur leurs profils qui leur étaient utiles. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous compris que un mec comme Zachary Rizaché, son avenir s'écrit probablement loin d'Atlanta, mais mais il va falloir tirer les leçons de ce qui s'est passé et en tenir compte dans les mouvements qui seront faits cet été.
En tout cas, on peut pas non plus rester que sur l'image de ce match 6. Atlanta a montré des choses vraiment intéressantes dans cette série. Ils n'ont pas volé leurs 2 victoires, même si ça se joue sur une possession, même si ça se joue à un point d'écart. Ils ont été les chercher, ces 2 victoires. Donc voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est sûr que la fin, elle laisse un goût amer. Ouais, ouais. Dyson Daniels, t'en penses quoi? Il a été totalement ignoré par la défense des Knicks. Euh, Il apporte des choses défensivement, les rebonds offensifs, comme on en a parlé, là, il permettait d'ajouter des possessions. Lui et Jonathan Kuminga, ce sont deux joueurs je sais pas à quel point tu continues avec ces deux gars-là, quoi. Bah, faut travailler sur le shoot, quoi. Ouais. Ah, Kuminga, je l'ai trouvé décevant et je pense pas qu'il faille aller donner un contrat. Je trouve qu'il ressort pas grandi de cette. Je sais pas à quel point Jonathan Kuminga est un joueur enfin, compétent pour une équipe qui a des ambitions en playoff. J'arrive pas à savoir qui est ce joueur en fait. en fait, la question, c'est Il y a trop de problèmes qui se posent avec lui, je trouve. la question, c'est de quel contrat on parle, en fait. Moi, Oui, c'est sûr, ouais. je veux bien. Enfin, je suis désolé, mais Kuminga, moi, je crois au potentiel de ce mec-là. Hmm. Mais quand tu vois son début de carrière, Kuminga, il peut pas réclamer un gros contrat, tu vois. C'est pas possible, en fait. Sa situation à Golden State, elle était trop compliquée. Il est arrivé à Atlanta, ça s'est pas mal passé, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, si il est T'as dans raison. s'il est dans l'idée de réclamer un très gros contrat, le contrat d'un lieutenant ou un mec comme ça, c'est pas possible en fait, c'est mort. Dans ce cas-là, effectivement, il faut construire sans lui. Maintenant, j'espère qu'il a un peu plus la tête sur les épaules et qu'il comprend qu'il est quand même dans un endroit qui correspond en tout cas à son timing, tu vois. Il a 23 ans, Kuminga, il est encore très jeune. Être dans une équipe comme Atlanta qui, en théorie, doit monter en puissance dans les années qui viennent, c'est quand même pas plus mal pour lui. Maintenant, écoute, on verra à quel point il est gourmand. Et Dyson Daniels, là, on le juge durement parce qu'il nous fait une saison qui est immonde au shoot. Mais c'est Ouais, immonde sa saison au shoot. Je crois qu'il est à 15% à 3 points ou 20% à 3 ouais, points. C'est absolument ça fait peur, ouais. catastrophique. C'est en deçà de ce qu'il faisait depuis son arrivée en NBA. C'est largement en deçà même. Donc, C'est quasiment intenable en NBA aujourd'hui, ah, quoi. mais c'est intenable. C'est Hmm. intenable. En tout cas, ouais, dans une équipe comme Atlanta, ils ont besoin qu'il soit capable de mettre quelques shoots. Maintenant, est-ce que parce qu'il nous fait cette saison dégueulasse au shoot, on peut tirer la conclusion que tout le reste de sa carrière sera du même acabit? C'est un peu tôt. Lui aussi, il est très jeune, il a 23 ans aussi, il a quand même le temps de progresser. Avant cette saison, ses standards en carrière étaient quand même plus élevés, même si, attention, il a jamais eu un volume de shoot important, hein, ça a jamais été un shooter. Donc on va voir. Pour Dyson Daniel, je serais plus patient en tout cas que pour Kuminga. Ouais, au final, Atlanta, je pense qu'ils peuvent être contents de la saison Oui, et de cette campagne de playoff. Là, c'est la première depuis le départ de Trae Young. Je pense il y a plein de choses positives à retenir. Il faut continuer à construire. Ils vont avoir un très bon pic de draft là, grâce à Joe Dumars et aux Pelicans. Donc, faut voir qui ils vont réussir à choper, enfin, en quelle position ils vont être à la draft et sur qui ils vont mettre les mains. Quel genre de profil ils vont réussir à faire venir. Est-ce que tu prends un arrière? Est-ce que tu prends un pivot? On verra bien quelle va être l'architecture de cette équipe cet été, comment ça va être construit tout ça. Donc voilà, leur general manager, là, Hansi Saleh, je crois qu'il a terminé deuxième du vote de l'Executive of the Year. Donc il y a plein de choses positives à retenir de cette équipe. Comme tu l'as dit, ils sont tous très jeunes. Jalen Johnson, c'est 24 ans. Nickel Alexander Walker, c'est 27 ans. Onyeka Okongwu, c'est 25 ans. Dyson Daniels, tu l'as dit, 23. Donc, non, c'est prometteur. Il y a des choses à faire. CJ McCollum, tu le fais revenir, CJ McCollum ou pas? Est-ce que tu penses et que c'est un joueur, un vétéran qu'il faut autour de ces jeunes, justement? bah, ça dépend combien il veut, hein, c'est toujours la même Oui, voilà, question ouais. en fait. Le problème, c'est que s'il vient te voir en te disant j'ai fait des super playoffs, je veux un gros contrat, bah ça va De être toute façon, compliqué. ils n'auront pas l'argent pour lui offrir un gros contrat, c'est impossible. Donc, c'est soit lui veut revenir pour un contrat entre 15 ou 25 millions à l'année, soit ils le laisseront partir, c'est sûr. Ouais, voilà, je pense que ça va quand même beaucoup dépendre de lui.
Je pense que ça va aussi beaucoup dépendre des possibilités qu'il a, hein. Tu vois, s'il y a plusieurs franchises qui sont intéressées, il va falloir en tenir compte. Mais dans la perspective où lui, il est intéressé par le fait de revenir, oui, pourquoi pas, hein. Hmm. Jonathan Kuminga, son option, elle est joueur ou c'est une option équipe? Je sais plus du tout. C'est une option équipe. Ok, donc pareil, c'est 24 millions son Ouais. contrat, donc une décision à prendre également là-dessus, ouais. On verra ça. Ouais, ou Mais alors s'en cool. servir pour un trade, quoi. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Tu peux activer l'option et le trader dans la foulée, sans Hmm. problème. Donc ouais, plutôt, ça reste positif pour Atlanta, même si la déception de l'élimination est évidente et surtout la manière dont ils ont été éliminés, Ouais, c'est ça, c'est ce que les humiliante. Les Spurs et les Blazers. On va parler, si tu veux bien. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Spurs Blazers et dans le même élan, qu'on commence à parler un petit peu à faire cette preview face aux Wolves. Moi, je trouve que les Spurs ont été largement convaincants dans ce premier tour face à Portland. Portland, c'était vraiment l'adversaire idéal, je trouve, pour cette équipe de San Antonio. Victor Wembanyama a été fidèle à lui-même. Fox, Castle et Harper ont alterné les performances plutôt convaincantes. Ils ont alterné chacun leur tour et ils nous ont offert des très très bons moments. Franchement, Dylan Harper, moi, c'est un joueur qui me fascine sur cette série face à Portland. Je trouve qu'il a été extrêmement impressionnant dans sa production en sortie de banc. Je trouve ça irréel comme il s'affirme déjà sur le parquet. Devin Vassell, pareil, j'ai été plutôt séduit par le fait que pour ses premiers playoffs, il a réussi à exister sur le terrain. Et là, il se présente face à une équipe de Minnesota, voilà, qui est décimée par les blessures. Alors, ça les a pas empêchés de s'imposer face à Denver. Ils arrivent face à San Antonio avec une confiance, je pense, à un niveau absolument inouï dans leur capacité, même s'ils sont diminués. C'est une équipe qui a fait 2 finales de conférence sur les 2 dernières saisons. Voilà, les Spurs, comme d'habitude, c'est le manque d'expérience justement en playoff qui pourrait jouer contre eux. Je ne sais pas comment tu te sens sur cette confrontation. J'ai du mal à voir Minnesota poser de réels soucis aux Spurs s'il n'y a pas Anthony Edwards et Dante DiVincenzo. Il y a à ajouter à ça le fait que Ayo Dosunmu est lui aussi potentiellement blessé et absent pour démarrer cette série, où il sera potentiellement limité. Nasrid a été touché à l'épaule et à la cheville dans le duel face à Denver. Bones Island a été touché au genou. Je ne sais pas quel est ton sentiment sur ce duel, mais je pense que ça va être une série extrêmement fun, parce que Jaden McDaniels est extrêmement fort, que son duo pardon avec Rudy Gobert défensivement a démontré qu'ils étaient capables de tenir n'importe quelle équipe. J'aimerais savoir ce que tu penses par rapport à cette confrontation San Antonio Minnesota. Bon, déjà, franchement, je suis dégoûté qu'on n'ait pas les deux équipes au complet, hein, c'est assez évident. Donc, on va voir dans quel timing Anthony Edwards peut revenir. On va voir ce qu'il en Ça est va être de chaud, ouais. Dosunmu. Mais c'est sûr que sans Anthony Edwards, ça va être très compliqué face à une équipe comme les Spurs. Alors oui, à l'expérience, au mental, avec leur cœur, je suis sûr qu'ils vont se battre. Je pense effectivement que la série peut être fun, mais maintenant, il faut voir avec quelles armes tu te bats en fait. C'est voilà, Anthony Edwards qui a été annoncé le 26 avril, c'est plusieurs semaines d'absence. Là, le premier match, il est le 4 mai. Ensuite, on aura des matchs tous les 2 jours, au moins jusqu'au match 5, je crois. Je crois qu'au match 5, il y a 3 jours de repos, mais c'est compliqué de se projeter. Je veux dire, sans lui, j'ai du mal à imaginer effectivement les Wolves avoir les armes pour battre ces Spurs. Alors après, bon, je suis quand même le très grand spécialiste du fait de sous-estimer les Wolves, donc on va pas prendre forcément ça au, au mot, mais bon, l'affiche, je la trouve vraiment chouette. Moi, c'est clair que je m'étais projeté sur un Denver Spurs qui me semblait encore plus chouette, mais sur le papier, vu ce qu'ont montré les Wolves au premier tour, ça me plaît bien. En plus, bah, le duel Gobert-Wembanyama, c'est génial. Enfin,
Gobert, il s'est fadé Jokic au premier tour, maintenant il se tape Wemby. Le mec, c'est les 12 travaux d'Hercule, son parcours de playoff. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est deux des meilleurs défenseurs de la ligue sans le moindre doute. Ils se connaissent. C'est un duel qui va être intéressant à voir. Complètement. Et globalement, je suis curieux de voir ce que les Wolves vont faire pour contenir Wembanyama. Ils ont de la taille, ils ont de l'envergure. Contre Denver, ils ont parfois joué très grand. Est-ce qu'ils vont le refaire face aux Spurs? Ça va être intéressant de voir tout ça. Maintenant, voilà, les absences sont quand même la très très grosse donnée. Alors, je sais pas très bien s'il y en a des nouvelles de Dosunmu. Je sais pas s'il va pouvoir débuter la série. Sa présence serait hyper importante, c'est clair. Alors attention, on va pas. J'ai lu des gens dire, vu le match qu'il a fait contre Denver, s'il est là, machin. Attention, les Spurs ont beaucoup plus d'armes pour pour le mettre sous pression que Denver. Ses qualités, certes, sont précieuses, mais enfin, on peut pas non plus s'attendre à ce qu'il soit dominant face aux Spurs. Mais ouais, j'ai hâte de voir comment San Antonio va répondre à l'intensité des Wolves. J'ai hâte de voir comment ils vont répondre à leur défense. Mais voilà, je sais bien que selon le mantra et le slogan, c'est la défense qui fait gagner des titres, mais sans Anthony Edwards et sans DiVincenzo, je pense vraiment que les Wolves seront trop courts offensivement pour espérer remporter cette série. Oui, c'est bien ça la question, effectivement, concernant Minnesota. C'est parce que défensivement, les Spurs, c'est un sérieux client. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que McDaniels va être capable d'exister offensivement comme il l'a fait face à Denver, où la défense de Denver, bah, elle est pas comparable à celle des Spurs. Maintenant, il est long. Il n'y a pas énormément de joueurs en face. J'ai hâte de voir si c'est Stephen Castle qui va se cogner l'assignement pour défendre contre lui. Voilà, j'ai hâte de voir avec quelle intensité physique va débuter cette série Minnesota, parce que je pense que c'est là-dessus que qu'ils ont une chance, on va Ouais, dire, tout à de fait. bousculer cette équipe des Spurs, de rendre tout extrêmement inconfortable. Et le duel Wembanyama-Rudy Gobert va être déterminant là-dedans. Rudy Gobert, j'ai hâte de voir comment il va être face à un joueur dont il est le mentor, qu'il a aidé à développer. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Effectivement, l'absence de DiVincenzo et Anthony Edwards, elle est extrêmement coûteuse offensivement, en termes de shooting extérieur également. Donc, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre exactement. Ayo Dosunmu, s'il revient pas, si Bones Island est limité, si Nasrid est limité, ça commence à faire beaucoup quand même pour les Wolves en termes de joueurs indispensables qui peuvent produire offensivement, qui sont pas au meilleur de leur forme. Et face à cette équipe des Spurs qui va attaquer cette série en pleine confiance, j'ai des doutes sur la capacité de Minnesota à exister face à San Antonio, très sincèrement. Oui, c'est ça. En fait, J'ai du mal à les voir tenir en fait tout un match. ouais, on sait qu'ils vont se battre, on sait Oui, qu'ils peuvent pousser les Spurs plus que Portland a pu le faire par exemple, et on l'a bien vu au premier tour face à Denver. Minnesota, c'est une équipe qui est capable de hausser le ton en défense comme peu d'équipes peuvent le faire. Alors certes, Denver a été décevant en face, mais on peut pas occulter le fait que les Wolves ont parfaitement joué le coup en défense pour les faire déjouer. C'est une équipe qui connaît parfaitement ses rendez-vous, qui sait parfaitement hausser son niveau de jeu et son niveau défensif quand il le faut. Maintenant, il faut marquer des points, quand même. C'est c'est ça, ouais. important. Et là, ça va être complexe. Donc, écoute, moi, je suis parti sur les Spurs en 6, en me disant Anthony Edwards va revenir aux alentours du quatrième match, peut-être. Mais si c'est pas le cas, et s'il revient sur une jambe, ou tu vois, s'il est pas capable de contribuer à un certain niveau, bah, même 6 matchs, ça va être compliqué, en fait. Si Edwards revient, j'aurais potentiellement dit les Spurs en 7. Mais ça Ah, s'il dépend revient quand est-ce. tôt, alors. Ouais, voilà, ouais, s'il revient tôt, ouais. Mais à l'heure qu'il est, je suis plutôt sur les Spurs en 5 ou en 6, quoi. J'avoue. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein. J'ai, j'ai l'impression que cette équipe des Wolves est parfaitement taillée, comme on l'a déjà dit, pour affronter une équipe comme Denver. Justement, en attaquant à l'intérieur, en pénétration, on a bien vu hein, comment ils ont réussi à complètement démanteler cette équipe des Nuggets qui n'arrivait pas à s'opposer au jeu en pénétration des Timberwolves.
Là, ça va être totalement différent. Clairement, même sur le périmètre, ça va être compliqué. Donc, et il y a une force de frappe côté Spurs en termes de profondeur de banc qui a été un des points, qui est un des points faibles de base de cette équipe de Minnesota et qui est d'autant plus proéminent que il y a énormément de joueurs qui sont absents ou diminués. Donc, je pense que ça va être compétitif parce que l'expérience des Wolves va parler sur le terrain à un moment ou un autre, j'en suis Ouais. persuadé. Mais j'ai envie de voir le duel. En fait, pour moi, le duel Rudy Gobert-Victor Wembanyama, à quel point Gobert va être capable de freiner Victor, ça va être extrêmement intéressant. Si il est capable de vraiment gêner le jeu de Victor Wembanyama et si McDaniels lui intervient à son niveau également pour, pour squeezer De'Aaron Fox ou je ne sais quel joueur qui aura la main chaude à ce moment-là. Je pense que Chris Finch va pas mettre des match-up directs. Il va s'adapter à chaque fois en fonction des matchs et qui a la main chaude. Donc il a en Gobert et McDaniels deux as défensifs extrêmement pertinents. Oui, mais le problème, c'est que McDaniels, là, dans la situation actuelle, il va aussi devoir être très actif offensivement, en fait. Exactement. Et donc, c'est là où je ne vois pas comment ça va être tenable sur 48 minutes à chaque fois, vu la capacité des Spurs à dérouler leur jeu. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va être too much, en fait. Sans Anthony Edwards, ça me paraît vraiment très difficile. Donc, c'est pour ça que je suis plus sur une série en 5 ou en 6, quoi. 6 si Edwards revient tardivement, 5 si jamais il revient pas, quoi. Ouais, ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi, hein. Pour moi, je suis un peu dans cette idée-là aussi. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, McDaniels, on va lui en demander beaucoup. En plus, je dirais, parce que, en Ouais, plus, Randle va se taper Wembanyama quand même, tu vois, je veux dire, ça va être difficile. Et McDaniels, il a été exceptionnel au premier tour, hein. Franchement, sa série, c'est du grand art, hein. Un impact énorme des deux côtés du parquet, du trash talk, qui conclut la série par son record de points inscrits en playoff. Il y a rien à redire. Euh, il a fait mieux ce que, que ce qu'on pouvait attendre de lui. Et pourtant, on en a des attentes sur ce mec, parce qu'on est convaincu de son potentiel mmh. depuis longtemps. Le mec Mais vient quand même potentiellement de mettre fin à Denver tel qu'on connaît l'équipe aujourd'hui, quoi. ouais, C'est quand même pas rien. non, c'est pas rien du tout. Ouais, il l'a pas fait tout seul, mais c'est clair qu'il a Non, 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 été, il l'a pas fait tout seul, il a été le contributeur le plus important. mais comme tu dis, il a trash talk, il a backé ça comme un grand, Ah, il leur a fait la totale. et il a été, voilà, lui et Rudy Gobert ont été absolument épatants dans cette série face à Denver. Tu peux pas savoir à quel point je suis content de voir Rudy Gobert enfin récolter les compliments qu'il mérite depuis toujours, très sincèrement. Mais ça me fait tellement plaisir de voir qu'enfin on comprend son impact défensif et on comprend à quel point il est exceptionnel défensivement. Et le fait que ces deux gars-là arrivent à dessouder le jeu à deux entre Jokic et Jamal Murray, et pas un peu, je veux dire, ça a été un uppercut total, quoi. KO Denver, totalement KO. Et, et c'est pas rien, parce que Denver, ils sont passés de une des meilleures attaques de l'histoire de la ligue à être totalement inexistants. Les mecs, c'était les Wizards bientôt, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, globalement, sur ce premier tour, franchement, les Wolves ont été hyper convaincants. Enfin, c'est collectivement, cette équipe, elle a une force qui est dingue. Enfin, je veux dire, quand tu vois le match de Terrence Shannon Jr., là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je Ouais. veux dire, d'où ça sort, en fait? Et ouais, voilà, le mec avait démarré, je sais pas, je crois 3 matchs NBA en 2 ans. Il était hors de la rotation au début de la série. Et là, il arrive sur ce match 6 avec un impact défensif, de l'intensité, de la présence de scoring. Enfin, le mec nous fait un match de vétéran. Mmh. C'est fou. Et il y avait Donc, personne qui était capable de l'arrêter. Enfin, non. et encore une fois, c'était une espèce de ligne directe vers le panier. Le mec, il est allé taper des posters tranquillou milou. Ah non, mais de toute façon, quand on va faire le Il y avait bilan rien de à la faire, saison quoi. des Nuggets, ça va taper, Bon, hein. Ça va bah taper. on peut y aller maintenant, mais parce que Ah je non, sais ça pas. prendra trop de temps. Bah, en même temps, oui. Enfin, je sais pas quand est-ce que tu as envie de parler des Nuggets, mais moi, j'ai pas. Je sais pas si j'ai énormément de choses à dire.
la question aujourd'hui, c'est est-ce que la fenêtre des Nuggets est fermée? Je pense que oui. Je pense que cette équipe ne répond pas à la NBA telle qu'elle est jouée aujourd'hui. C'est clairement. Aaron Gordon est en permanence blessé. Jamal Murray, physiquement, ne fait pas le poids, ni défensivement et offensivement. Il y a trop de manières où il n'existe plus. Là, on voit bien, Jaden McDaniels l'a totalement détruit. De Ouais. toute façon, quand on avait parlé du début de la série, on en avait parlé quand c'était au match, il y avait 3 matchs qui avaient été joués. Et c'est ce que j'avais dit. Psychologiquement, Minnesota a totalement pris l'ascendant dès l'entame de cette confrontation. Et comme dit Jaden McDaniels, maintenant ça fait quand même 2-3 fois qu'il les dégomme de manière claire, nette et sans bavure. Denver doit absolument changer de braquet aujourd'hui. Et il y a des décisions extrêmement difficiles qui vont s'imposer. Aaron Gordon, est-ce que tu peux continuer à parier sur ce mec-là? C'est très compliqué. Le contrat de Christian Brown qui a été filé, il paraît absolument dégueulasse. Ça a l'air d'être, c'est une erreur comptable C'est une totale. erreur énorme. Jamal Murray, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en sépares? Est-ce que tu t'en sépares pas? Si tu fais la continuité, alors ouais, c'est cool, c'est beau, mais je suis désolé, je pense que les Nuggets là vont devoir prendre des décisions s'ils sont sérieux sur le fait d'être contenders. Sauf que les proprios sont des pinces. Cette équipe a été mal pensée, mal conçue. Ce qui semblait être des idées pertinentes, et ben voilà, là on a le bilan. C'était pas ce qu'il fallait. C'est pas la formule qui fonctionne. Valanciunas a quasiment pas joué en fin de saison ni pendant ses playoffs. Enfin, c'était quasiment injouable. Peyton Watson, qu'est-ce que tu fais pour essayer de le garder? Est-ce que Cam Johnson, tu le laisses partir? Il y a tellement de choses qui vont se poser, tellement de problèmes qui vont se poser à Denver à l'intersaison. Voilà. Et je maintiens, je terminerai en disant que un truc que j'ai déjà dit, notamment sur les réseaux, c'est que Russell Westbrook était peut-être un joueur, enfin voilà, c'est un joueur absolument imparfait, mais il apportait cette combativité et une espèce de mentalité dont cette équipe avait besoin la saison dernière, et on l'avait vu en playoff. C'est pour ça qu'ils ont réussi à battre les Clippers, et c'est pour ça qu'ils avaient tenu tête au Thunder. Là, tu vois bien que la mentalité de cette équipe ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un esprit global qui ne permet pas à cette équipe d'être compétitive. Et je n'arrive plus à y croire, très sincèrement. Je pense qu'il faut changer beaucoup de choses aujourd'hui dans la structure même de cet effectif, de comment il est pensé et de qui tu mets autour de Jokic. Jokic pose trop de problèmes défensifs pour ne pas aujourd'hui se dire on a besoin d'avoir des joueurs athlétiques autour de lui qui défensivement sont capables de compenser, quoi. Ouais, Clairement, c'est il y a ça. besoin de compenser le jeu de Jokic. Il faut une construction spécifique autour de lui, ça c'est clair. Mais écoute, oui, non mais quand je disais on va pas faire le bilan maintenant parce que ça va être trop long, c'est juste parce que effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, Denver est dans la nécessité de faire des changements profonds, que ce soit en termes d'effectifs ou en termes de coaching staff, parce que franchement, Adelman, bon, il a rien montré sur ses playoffs. En tout cas, moi, j'ai quand même pas vu grand chose. Tout au long de la saison, on l'a senti en grosse galère. Alors, ok, il y a eu des blessures, ok, toutes les équipes ont eu des blessures, toutes les équipes ont eu des galères. Ça t'empêche pas, en théorie, de construire des choses. Là, C'est pas un problème de blessure, clairement. Pour moi, c'est mais non. un problème d'attitude. Mais Regarde oui, Jokic. Jokic, je suis le premier à le défendre et à dire du bien de ce joueur-là. Ça a été un sale con pendant cette série. oui, non, mais clairement. Voilà, c'était le pire visage. C'est le pire visage qu'il montre quand son équipe est impuissante, et il devient râleur. Je veux dire, c'était pitoyable qu'il aille chercher des noises là, que ce soit avec Jaden McDaniels ou après avec Jalen Clark. Je veux dire, gars, mais mets ça dans ton jeu, mais n'aie pas cette attitude d'abruti où tu vas chercher à te castagner là. Quoi, Oui, prends ta mais tu vois, défaite et arrête de faire les gros bras là. Qu'est-ce que tu ouais, mais c'est là, en fait, moi, C'est c'est là pitoyable. aussi où le coaching staff me dérange, parce que, Tout à bon, fait, je suis d'accord que avec toi. tactiquement, il y ait des limites, ok, pourquoi pas, mais
Mais tu peux pas laisser effectivement ta superstar être en roue libre comme ça. C'est clair que Jokic, il a pas du tout été au niveau, que ce soit sur le parquet ou dans l'attitude. Et le fait qu'il puisse se comporter comme ça sans que ça pose de problème à personne, c'est quelque chose qui me dérange. Cam Johnson, on est loin des attentes. Christian Brown, bah, c'est, vu le contrat qu'il a signé, c'est terrible. Moi, Jamal Murray, ses playoffs, je suis pas du tout convaincu non plus. En termes d'efficacité, c'est pas bien. En termes d'adresse, c'est pas fou. C'est cataclysmique, Il prend des Charlie. décisions qui sont mais, terribles. Donc oui, moi je suis convaincu que ce groupe, coaching staff inclus, n'est pas au niveau voulu et n'est pas bien construit. Enfin, je sais pas si c'est. En fait, je pense quand même que ce groupe vaut beaucoup mieux que ce qu'on a vu, mais qu'il n'est pas bien drivé et qu'il manque des profils très spécifiques, et notamment effectivement des profils défensifs. À partir du moment où tu as Aaron Gordon et Peyton Watson qui sont sur le flanc, bah, défensivement, c'est terminé. Donc ça, Tout c'est à un fait, vrai ouais. problème. Maintenant, tu vois, moi j'entends plein de gens dire il faut trader Cameron Johnson pour conserver Peyton Watson. Les gars, est-ce que Peyton Watson déjà il a vraiment envie de rester? Parce que bon, là Ouais, aujourd'hui, ouais, Denver, complètement, ouais. je suis pas sûr que ce soit l'endroit où t'es le plus envie de rester. Surtout que bah, si Jokic se comporte comme ça en termes d'attitude sur le parquet, quelle image il renvoie dans le vestiaire, etc. Bref, c'est une situation qui est compliquée à Denver et c'est pour ça que je pense qu'on aura le temps d'en reparler au début de l'été parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations qui vont sortir et qu'on en saura plus sur les plans du front office dans quelques semaines. Et Jokic, pour un joueur qu'on considérait comme le meilleur joueur de la ligue, comme un joueur potentiellement en train d'inscrire son nom sur les tablettes parmi les 10-15 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, cette campagne de playoff, cette série face à Minnesota, c'est une sacrée gifle Hmm. pour son image, je trouve. C'est quand même hyper décevant en termes de production, Oui, je suis en termes d'accord. d'attitude. Je suis d'accord, mais je pense que dans 20 ans, quand on évoquera la carrière de Jokic, on dira pas, ah, mais souvenez-vous, l'été 2026, comme il faisait la gueule sur le parquet, tu vois. Je pense que sur son héritage, sur le joueur qu'il est dans l'histoire de la ligue, ça n'aura pas non plus une conséquence aussi importante que ce qu'on peut le penser. Ça n'aura pas une importance dramatique, mais je trouve ça quand même assez parlant, le fait que là, euh, ça fait quoi? Ça fait, enfin, l'an dernier, on va dire que ça allait encore, mais que ce soit 2024 ou là 2026 face à Minnesota, je trouve que voilà, il était pas là, cette saison, il n'était pas au rendez-vous, très clairement. Il n'était Non, pas c'est du tout au clair. rendez-vous. Ah non, ça c'est sûr et certain. Et ça doit compter. Il y a un moment, ça doit compter ce genre de choses. Je suis désolé, je, je suis, on va dire que j'ai un niveau d'exigence vis-à-vis de certains joueurs que je me dois d'appliquer à Jokic. Et là, franchement, voilà. Et force à Rudy Gobert de s'être dressé face à lui de cette manière et de l'avoir fait déjouer de cette manière. Il y a aussi le fait que Rudy Gobert est un défenseur exceptionnel, Ouais, historique. ouais, tout à fait, tout à fait. Ça doit aussi être pris Et en puis la défense considération. collective des Wolves est remarquable. Enfin, voilà, c'est vraiment. Mm. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur Jokic. Je suis extrêmement déçu de ses playoffs. Je suis déçu de sa saison. Y a aucun souci là-dessus. Mais on va pas non plus. L'enfoncer On va pas non plus. dès. Voilà, c'est Ouais, ça. On ouais. va pas être dans la culture absolue de l'instant qui voudrait qu'on remette en question sa place dans l'histoire, qu'on remette en question le talent de ce mec-là. Il était aussi face aux Wolves, qui est probablement l'équipe la plus compliquée pour lui à jouer. En tout cas, Très une certainement. des équipes les plus compliquées à jouer pour lui. Et voilà, sa série est très décevante. Il faut qu'il y ait des changements à Denver. Il faut que l'équipe elle soit construite autour de lui. Si l'année prochaine, avec une équipe mieux construite autour de lui, du moins avec des profils plus adaptés, il nous refait une performance pareille, là je suis d'accord. Effectivement, il faudra quand même se poser des questions sur sa motivation, sur sa mentalité, sur ce qu'il veut vraiment. Mais voilà, moi je veux pas non plus tirer des conclusions trop hâtives juste en me basant sur cette série de playoffs. En tout cas, il nous a pas montré un bon visage, Non. très sincèrement, sur. Je pense qu'à Denver, voilà, il faut vraiment là se regarder dans le miroir et comprendre que tu ne peux pas repartir comme
en disant non, mais attendez, j'en peux plus des excuses. Ouais, mais il n'y avait pas Aaron Gordon, il n'y avait pas Peyton Watson. Non, mais ça, Ce n'est surtout, pas le problème. non, C'est une question d'attitude générale, ça, c'est d'attitude l'arbre qui cache la collective. forêt. Voilà. Et il faut absolument recalibrer tout ça. Je ne sais pas quel genre de décisions vont devoir être prises. Ça va être compliqué. Se séparer d'Aaron Gordon et trouver un preneur et une contrepartie valable, que ce soit Gordon ou Jamal Murray, ça va être compliqué. Et potentiellement, la meilleure chose à faire, c'est de les garder. Ça, c'est pas impossible non plus. Le contrat de Christian Brown, qui était même pas actif cette saison, mais qui va commencer dès cet été, c'est 5 ans, 125 millions. Bon, le mec a marqué 50 points sur 6 matchs. En tout cas, il y a un truc que j'espère de Jokic là sur cette intersaison, pardon, c'est qu'il va pas se tromper de priorité. Tu vois, si le front office décide que, par exemple, il faut dégager Jamal Murray pour faire venir des pièces plus pertinentes, il n'y a pas un monde où Jokic il va voir son front office en leur disant vous touchez pas mon chouchou, tu vois, par exemple. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Si le front office décide qu'Adelman n'est pas la personne idéale, que c'est un mec qui est trop proche de ses joueurs, qu'il faut un caractère plus fort pour, par exemple, parfois dire à Jokic arrête avec tes attitudes de con. Et tu vois, je veux pas voir Jokic se tromper de combat. Tu vois, je veux pas qu'il aille protéger ses chouchous plutôt que d'aller rechercher une équipe qui lui permettra d'aller chercher un nouveau titre. On verra. Et puis la famille Kroenke, les propriétaires, il y a un moment, c'est soit vous êtes sérieux sur les ambitions et vous mettez les moyens pour que ça se passe bien, soit voilà, ça va être la déception encore et encore et encore, quoi. Très sincèrement. Et quand tu vois le Thunder et les Spurs, ces deux franchises ont un train d'avance sur tout le monde dans la conférence Ouest. Très clairement, c'est très marqué aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Et, Après, j'ai du mal à voir comment les Nuggets, avec les assets qui sont les leurs, le fait qu'ils aient quasiment plus de pic de draft à échanger ni quoi que ce soit, ils sont extrêmement limités dans dans le potentiel de ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc là, le front office a, encore une fois, alors, l'été dernier, ils ont été surprenants d'efficacité. Ils ont réussi à construire quelque chose qui semblait tenir la route et qui s'est totalement écroulé comme un château de cartes dès le premier tour des playoffs. Voilà. Est-ce que tu essayes de faire quelque chose? J'ai vu, par exemple, je sais plus, c'est sur The Athletic, je crois. Est-ce que, par exemple, tu fais pas un deal Aaron Gordon, Christian Brown et Cam Johnson pour Kevin Durant, par exemple? Est-ce que tu essayes de récupérer un mec comme Anthony Davis? Est-ce que tu essayes de le placer pour faire un gros coup, un truc totalement inattendu? Est-ce que tu essayes de faire ça avec des joueurs, je dirais pas problématiques, mais tu vois, avec un passif blessure ou un passif d'attitude? Est-ce que tu rentres dans ce genre de délire-là, quoi? Avec un one-shot, on fait all-in sur une saison et on essaie de récupérer, de gagner le titre en prenant un joueur vraiment XXL aux côtés de Jokic, quoi. Je sais pas. ouais, franchement, je sais pas. Je pense que c'est trop tôt pour ces discussions-là. Si tu veux vraiment, là, on est juste après élimination. On n'a aucune idée de ce que le front office veut faire. Enfin, tu vois, je pense que c'est prématuré, mais effectivement, c'est une possibilité. Ouais, complètement, ouais. On verra bien. On va terminer le podcast avec les Lakers face aux Rockets qui se sont qualifiés. Les Lakers, bravo. Bravo, ça a mis C'était chaud. en 6 matchs. Ouais, on a cru un moment que ça allait être compliqué. Et non, merci les Rockets d'être les Rockets. Ah, merci LeBron. Dis-le, dis merci LeBron. Les Rockets qui terminent leur saison avec une valise de questions en suspens, à commencer par l'avenir de Kevin Durant dans l'effectif. Il y a gavé d'articles qui sortent dans tous les sens, qui montrent à quel point voilà, la saison a été quand même a été problématique. Aucun des problèmes n'ont été réglés. Voilà. Les Lakers se présentent désormais en demi-finale de conférence Ouest avec un LeBron James, effectivement, qui a eu un rôle déterminant dans cette qualification. Franchement, ça pour le coup, lui, dans son historique, ça va compter, cette série face à Houston. Franchement, c'est effectivement épatant ce qu'il a réussi à pondre dans cette série. Là, vous vous présentez face au Thunder. Jalen Williams reste absent pour le moment après sa blessure aux ischio dans le deuxième match face aux Suns. Luka Doncic est toujours blessé côté Lakers et je sais pas, je sais pas s'il y a des infos concrètes qui sont sorties le concernant. Il sera pas là au début de la série, c'est tout ce qu'on sait. Voilà.
Qu'est-ce que tu espères dans cette demi-finale face à OKC? Est-ce que tu as... Je sais pas comment tu vois cette série. Moi, je suis pas tendre avec vous, j'avoue, dans mes pronostics. Ah oui, non, bah, moi non plus, je te rassure, hein. Bah écoute, déjà, effectivement, moi j'étais pas très serein dans la série contre les Rockets. Je voyais le moment où ils allaient revenir à 3-3 avec un match 7 à jouer, et c'était pas mon scénario préféré, tu t'en doutes. Je trouve que LeBron est hallucinant. Franchement, ni toi ni moi ne sommes ses plus grands fans, mais honnêtement, ce qu'il fait à son âge, c'est anormal. Le mec, il a 41 ans. Enfin, il nous fait une série, il termine la série à 23 points, 7 rebonds, 8 passes de moyenne, il joue 38 minutes par match. Là, sur ce match 6 à haute pression, il est encore incroyablement dominant. Alors, certes, il n'est pas le plus efficace, mais on s'en fout, en fait. C'est dingue de voir ce qu'il fait à son âge, c'est dingue de le voir continuer à dominer en playoff, son intelligence de jeu est dingue. Et le pire, c'est qu'il a encore les capacités physiques pour derrière faire l'action qu'il faut une fois qu'il a identifié la bonne solution, une fois qu'il a compris ce qui se passait. Bon, voilà, ce match 6, je suis content parce que le boulot a été fait et les Lakers ont su mettre l'intensité défensive qu'il fallait. Alors, certes, c'est plus facile de mettre l'intensité défensive face à une équipe de Rockets sans meneur d'expérience et sans KD, mais ils ont quand même fait les bons choix et les bonnes rotations. Je trouve qu'il y a eu des enseignements importants dans cette série. Chimura, Smart, Kennard, même Ayton, qui, bah, certes, il a eu des Ouais. débats comme toujours, mais il a un apport vraiment positif sur cette série, notamment une présence au rebond qui est absolument capitale. Et c'était important, cette présence au rebond. On l'avait dit dans la preview, parce que c'est un vrai point fort pour Houston. Bon voilà, c'était pas la meilleure série de ce premier tour, mais j'étais content de voir les Lakers répondre présents malgré les absences de Doncic et Reeves. J'étais très content de voir que JJ Redick était capable de trouver des solutions, que l'équipe mettait une vraie intensité digne des playoffs. Donc ça c'est cool. Maintenant que c'est dit, je vais pas te mentir. Maintenant que les points positifs Voilà. ont été abordés, parlons des choses moins réjouissantes. Je suis pas très serein face à OKC, bizarrement. Je m'attends. Déjà avec Doncic, j'avoue que j'aurais eu beaucoup de mal à croire que les Lakers pouvaient s'imposer, mais bon là, c'est impossible d'être confiant, je pense. Alors, j'ai quand même hâte de voir comment ça va se passer, hein, ce que JJ Redick va mettre en place pour essayer de freiner Shai Gilgeous-Alexander, par exemple. Mais il faut pas se leurrer, ça va être beaucoup plus compliqué que ça pouvait l'être face aux Rockets, parce que j'ai vu plusieurs analystes américains dire ah mais oui, mais regardez comment il a géré la défense sur Kevin Durant quand Kevin Durant a joué. Ok, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer le cas Durant dans le contexte d'une équipe comme les Rockets qui dépendent énormément de lui offensivement. Alors ok, ici, il y a beaucoup plus de relais offensifs, la menace est beaucoup plus diffuse. Et d'ailleurs, Phoenix, qui avait une défense plutôt solide en régulière, n'a rien pu faire pour enrayer la machine offensive de KC. Donc voilà, j'ai une petite curiosité sur ce que Redick va mettre en place, mais j'ai pas d'attente. Je me demande aussi un peu comment LeBron va s'en sortir, parce que quand même là, en termes de défense physique, y a quand même du monde en face. Ils vont aller le chercher, ils vont lui rentrer dedans. Donc, est-ce que LeBron va enfin faire son âge, ou est-ce qu'il en a encore dans le réservoir? Et le dernier truc, moi, c'est Austin Reeves, hein. Moi, pour moi, ces playoffs, ils sont importants pour Austin Reeves parce que tout le monde se projette sur le contrat qu'Austin Reeves va demander. Moi, je veux bien qu'Austin Reeves il soit gourmand, mais pour être gourmand, il faut quand même montrer qu'il est capable de hausser son niveau de jeu dans le contexte des playoffs face à une équipe comme OKC. Je pense que c'est important aussi. Donc voilà, j'ai pas d'attente en termes de résultats. Je pense que si les Lakers prennent un match sans Doncic, ce sera déjà très bien. Ce serait énorme. Ouais, ce serait énorme, hein. En prendre un sans lui, ce serait vraiment très fort. Donc voilà, je donne un match parce que récompense pour tout ce qu'a montré JJ Redick, aussi parce que j'ai pas envie de voir un nouveau sweep d'OKC, même si je pense sincèrement qu'ils en sont très capables. Donc voilà, je vais dire OKC en 5 et si c'est en 4, bah, je serais pas choqué. Je t'avoue que je suis plutôt exactement sur cette ligne-là, ouais. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ai hâte de voir ce que JJ Redick va préparer pour essayer de grappiller au moins un match dans cette série. Ouais, c'est quand même le gros Et point d'intérêt des playoffs des Lakers, JJ Redick. ouais, et je pense que c'est pas impossible. J'ai hâte de voir Marcus Smart courser Shai Gilgeous-Alexander. Ça, c'est un duel qui m'intrigue beaucoup, Le qui problème, c'est que m'intéresse Shai, il a quelques beaucoup. bodyguards, quoi.
Ouais, mais Marcus, c'est un teigneux, c'est Ah un oui, ça fou. c'est Il est clair. fou. Il est complètement fou. C'est le fou du bus, Marcus Smart. Donc j'ai hâte de voir ça. Je t'avouerai que ça me ferait bien rigoler. J'espère que c'est une série qui va être cool à regarder. Même si j'ai peur qu'il va y avoir quand même deux, trois gifles bien senties. Ouais, franchement, je serais Euh, étonné que ça soit une série cool à regarder, hein. Ouais, quand le Thunder est capable de dérouler là, de missiles. D'ailleurs, LeBron, dans les interviews là, qu'il a donné en parlant de la confrontation face à OKC, c'est ce qu'il explique. C'est que OKC, il faut éviter au maximum de perdre des ballons pour éviter de nourrir l'excitation des supporters et de lancer la machine Thunder comme on la connaît. C'est-à-dire que tu perds des balles, ils partent en contre-attaque et après, tu n'arrives plus jamais à freiner le train en marche, quoi. Donc voilà, DeAndre Ayton, écoute, j'ai pas trop d'aspiration le concernant dans cette série, surtout qu'il va être confronté à Cheltenham Green, donc je pense que potentiellement ça peut être difficile. Il peut physiquement exister, j'aimerais le voir exister physiquement justement, mais bon, j'ai un peu peur quand même que ça soit pas ça. LeBron James, oui, tout à fait. T'as tout à fait raison de le dire. Est-ce qu'il va il va paraître mortel? Est-ce que là, il dit ouais, j'ai vaincu l'âge, les années qui passent. Bah, peut-être que tout d'un coup, tu vas avoir un rappel à l'ordre, mon petit LeBron, Ouais. et pas le plus tendre qui soit. Mais j'ai aussi envie de croire que voilà, il est tellement intelligent, LeBron James, qu'il est aussi capable d'exécuter. Si le plan de JJ Redick est bon, il y a moyen que ça soit, il y a moyen que quelque chose se passe. Et en tout cas, j'ai envie d'y croire. Donc voilà, moi je suis plutôt en 5. Voilà, OKC en 5. J'ai envie que ça soit en 5, mais j'ai peur dans mon fond intérieur que ça va être OKC en 4. Et alors, juste pour Très revenir sincèrement. sur la question qu'on se posait pendant que tu parlais, j'ai été vérifié. Il y a John Ireland, qui est un des insiders qui couvre les Lakers, qui dit en gros que Doncic ne jouera pas la série. Oui, j'ai l'impression, ouais. En gros, il dit il ne court même pas. Ouais. Voilà, donc les choses sont claires. Si tu ne cours pas, tu peux pas être 10 jours plus tard sur le parquet face à une équipe comme OKC. Ce serait absolument aberrant de forcer son retour pour ça. C'est ça. En fait, j'ai peur que la série face à Houston nous ait montré enfin, nous ont montré un visage un peu beau des Lakers et qu'il va y avoir un retour violent à la réalité face à OKC, quoi. Je pense que ça va être probablement ça. Ouais. Mais bon, écoute, voilà, cette campagne des Lakers, elle a quand même, elle a C'est une réussite. C'est une ouais, réussite totale. oui, et puis vraiment, elle donne des vraies indications sur. L'idée, c'est toujours de construire une équipe capable d'emmener Luka Doncic au titre dans les années qui viennent. Là, tu sais qu'il y a quelques mecs, c'est pas aberrant de les compter, de compter sur eux pour l'avenir. Et c'est une donnée qui est importante parce que tu vois, les Hachimura, les Smart, tous ces mecs-là, c'est des mecs, ils ont pas de contrat l'année prochaine en fait. Kennard, c'est pareil. Il y a quand même des informations précieuses dans ces séries de playoffs pour le front office. Et tu sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la fin de carrière de LeBron James et comment ça va se passer pour lui. Est-ce que tu as l'impression qu'il a marqué des points décisifs Ah, pour bien sûr. continuer aux Lakers? Ouais, bien sûr que j'ai l'impression. Écoute, Est-ce que tu penses que c'est ce qui va se passer? euh, Ou est-ce que les Lakers vont avoir l'outrecuidance, quelque part, de dire merci James, tu nous as fait une jolie qualification face à Houston, on a rendu les armes face au Thunder, et maintenant on attaque définitivement la période Luka Doncic, et bien que t'as révélé être un parfait connecteur, tout ça, que tu as eu un rôle incroyablement efficace dans la fin de saison et dans les playoffs, un truc quasiment inespéré, j'ai envie de dire. Malgré tout ça, on te claque la porte au nez, quoi. je pense que ça va beaucoup dépendre des exigences de LeBron. Voilà, je pense que si Ouais. LeBron il veut 40-50 millions par an,
la Ouais, porte va très vite se claquer. ouais, mais bien sûr, ouais. Je pense que T'as raison. s'il est mesuré dans ses exigences, ça peut le faire sans problème. Euh, je, Évidemment il a marqué des points. Enfin, c'est clair. Vu la série qu'il a fait, ce serait impossible autrement. Mais T'as voilà. raison, c'est une question d'argent. C'est une Ouais, question d'argent. c'est ça, c'est ça. Combien de pourcentage du salarié cap il va demander? C'est-à-dire que s'il se pointe, parce que j'ose espérer que les nouveaux proprios, notamment, sont assez pragmatiques, je pense que s'il se pointe en disant moi je veux absolument rester dans cette équipe parce que j'ai pas envie de déménager, j'ai envie de finir ici et je suis prêt à faire des concessions, ça peut le faire. Je pense que par contre s'il arrive avec Rich Paul et que les mecs ils disent ah bah telle équipe serait prêt à nous donner tant, très vite on va lui répondre bah vas-y, va là-bas, pas de problème. Hmm. Ouais, complètement. Est-ce que on parle vite fait de Houston ou pas? Houston, enfin, en même temps, c'est assez. J'entends beaucoup là, enfin j'entends beaucoup. J'ai vu beaucoup d'articles qui parlent d'un potentiel transfert de Kevin Durant ou enfin de la période Kevin Durant à peine commencé à Houston. Comment tu vois le bilan de KD aux Rockets cette saison? Et est-ce que tu penses que les Rockets devraient au moins essayer de relancer la machine la saison prochaine avec tout le monde à bord, éventuellement en bonne santé? Ou est-ce que tu penses que c'est un échec quoi qu'il arrive et que Houston ferait mieux de passer le plus rapidement possible à autre chose? Écoute, je sais pas. Pour les fans de Houston, j'ai l'impression qu'il y a une forme de soulagement que la saison soit finie tellement elle a été compliquée. Moi, je trouve quand même qu'ils se sont plutôt pas si mal battus dans cette série, malgré les Mm. absences de Durant, de Van Vliet, de Steven Adams aussi. Je reste sur ma faim sur Ime Udoka, ça c'est clair. Je pense qu'il a vraiment pas été aidé par le fait que la franchise n'ait pas bougé à la deadline. Ouais, tellement. Ouais. Ça c'est une certitude. Cet effectif, il est pas bien construit, il est pas équilibré. Il était déjà pas équilibré avec Van Vliet, mais alors sans Van Vliet, c'est une évidence. Donc voilà, là on est dans la foulée de l'élimination, donc effectivement tout le monde réagit à chaud, tout le monde se projette, ah il faut virer Udoka, il faut trader KD, de toute façon il va demander son trade, machin. Il y a l'histoire, il y a l'histoire des réseaux sociaux aussi qui rentrent en compte avec son compte secondaire là, bref. Je En fait, je trouve que c'est trop tôt pour se projeter là-dessus, on n'a aucune info, on sait pas, tu vois, on est trop à chaud là, je le bilan de la saison de KD, il est pas bon évidemment, mais c'est pas non plus c'est pas. Je pense pas que ça soit le plus gros problème de cette équipe. Je pense qu'aujourd'hui la Mm. saison d'Alperen Sengun par exemple est beaucoup plus décevante que celle de KD. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, je trouve que c'est trop tôt pour se projeter sur ce qui va être fait cet été, pour faire un bilan de la saison, etc., etc. Mais je pense que ce serait une erreur de surréagir. Et je pense que s'ils changent tout, en tout cas, moi, qui ne suis pas du tout fan des Rockets, hein, je me fous un peu de cette franchise, mais s'ils changent tout là, eh ben, je pense que longtemps, je me dirais, est-ce que la présence de Van Vliet n'aurait pas vraiment changé quelque chose, tu Ouais, et en même temps, moi, je suis en train de me dire, est-ce que cette absence, tu sais, des fois, il y a des absents, on a tendance à tout remettre dans ce sac-là, en fait. Depuis le début de la saison, on dit, ouais, mais Fred VanVleet, le fait qu'il soit pas là, c'est aussi pas, c'est pour ça que ça se passe pas bien. Moi, je trouve que le leadership de Kevin Durant n'a pas été à la hauteur, très vois. Oui, mais ça, sincèrement. on l'a toujours su, tu Non, vois. non, mais on l'a toujours su, mais ça se confirme. Et l'affaire là des comptes du burner account sur Twitter, c'était quand même une catastrophe. Il y a un article qui est sorti là sur The Athletic où ils expliquent que le problème n'a jamais été quasiment traité en interne et que ça a plané toute la saison, tout le reste de la saison sur l'effectif, sur le vestiaire. Donc voilà. Donc Houston est quand même passé d'une équipe il y a un an hyper prometteuse à on va faire venir Kevin Durant, on a des ambitions, l'ambition d'aller au bout, à qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de notre fusil d'épaule? Et effectivement, l'intersaison, là, enfin l'été, va être passionnant du côté des Rockets. Parce que dire Fred VanVleet n'était pas là et s'il est de retour, tous nos problèmes vont être réglés, je pense pas que ça soit vrai. Non, je suis d'accord avec Non, toi. non, je dis pas que c'est ce que tu as dit, hein. Non, non, je sais Mais bien.
Quand je vois beaucoup qui avancent ça comme argument, je trouve que c'est trop court et que ça résume mal ce à quoi on a assisté cette saison. Oui, mais en fait, c'est pas juste Et l'absence de Van Vliet. Si tu veux, c'est l'absence de Van Vliet dans un effectif qui est déjà ouais, déséquilibré et où tout t'as à fait, déjà des manques à la création. Donc en fait, tout à fait. si tu veux, c'est, c'est, en fait, c'est comme si il te manque un truc et tu perds le seul élément qui te permettait un tout petit peu de compenser ce manque. Tu Mhm. vois. C'est pas juste son absence, c'est son absence dans ce contexte-là. Et la saison décevante d'Alperen Şengün, oui, mais je pense qu'il est urgent en interne, côté Houston, de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Bien sûr. Idem pour Amen Thompson, qui a montré de très bonnes choses, mais on lui a demandé trop vite, tout de suite. Rich Shepard, idem. Jabari Smith, il a bien fini la saison, je trouve. Et il y a quelque chose à retirer de ça aussi. Voilà. Sauf que voilà, le développement de ces joueurs-là ne colle pas forcément aux ambitions que tu t'imposes en ayant un joueur comme Kevin Durant dans ton effectif. Et je me demande à quel point ces deux choses s'opposent, si tu es Houston, et à quel point est-ce que c'est souhaitable de continuer avec Kevin Durant dans ton effectif. Sans dire ce qu'il faut faire, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est urgent pour Houston de tout mettre en œuvre pour répondre à ces questions-là et de savoir qu'est-ce que tu peux faire, voilà, dans ce contexte-là. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir Kevin Durant encore dans ton effectif en septembre prochain, quoi. Ouais, Très ouais, mais la sincèrement. question va se poser, de toute façon, c'est sûr. Et cet été, on va se régaler, Charlie. Ouais. Ça va être très cool. Merci, Charlie. Je vais te libérer. Ça fait bientôt 2 heures qu'on discute. Merci d'avoir été avec moi pour ce bilan. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et puis, on se retrouve mardi pour faire la preview de la conférence Est, logiquement, si tout va bien pour toi à ce niveau-là. Ouais. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis voilà, on reprend jusqu'à la fin des playoffs, jusqu'à même toute l'intersaison, tout ça, avec le rythme habituel. Merci de nous écouter. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end. Enjoy les Game 7 parce que c'est toujours des très très bons moments. Et on se retrouve la semaine prochaine. À ciao, bye bye.